Récemment aux États-Unis, c'est un truc dont on a assez peu parlé en France. Peut-être qu'on va en parler dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un truc qui défraie pas mal, notamment les médias de gauche, mais pas que. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur TikTok. Où en fait, il y a un homme homosexuel qui s'est infiltré, donc qui vient de l'Utah. Donc l'État de l'Utah, c'est l'État des Mormons pour les gens qui savent pas. Et qui s'est infiltré pendant plusieurs années dans des milices d'extrême droite, des milices masculinistes, fascistes, etc. aux États-Unis, jusqu'à même monter dans les rangs de certaines milices. Il a contacté plusieurs journalistes pour leur envoyer son histoire, en fait, parce qu'il prenait des notes, etc. Enfin bref, le mec, il était en mode infiltration et tout quoi. Et il a contacté notamment un journaliste qui s'appelle donc Joshua Kaplan, qui avait déjà gagné un prix Pulitzer avant, qui a pris justement ces données, etc., qui a vérifié la véracité des faits, des trucs comme ça, enfin, qui a fait son travail de journaliste, et qui a publié du coup, le 4 janvier, donc qui a publié il y a 4 jours, un article intitulé La milice et la taupe, qui raconte justement l'histoire et l'infiltration justement de cette personne, de cette espèce de... Il l'appelle un justicier un peu, un justicier un peu indépendant, hein. Lone Vigilante, un truc comme ça. Oui, je vous mets le lien de l'article dans le chat si ça vous intéresse, si vous voulez le lire en même temps que moi. Et du coup, je propose qu'on le lise ensemble. Alors, la lecture est assez longue, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça permet de rentrer aussi dans la façon dont les milices d'extrême droite se sont armées, se mobilisent, qu'elles travaillent aussi de long terme, elles font dans leur lien avec la police, etc., etc. Enfin bref, donc on va regarder ça. Et allons-y. Donc la milice et la taupe. Donc un instructeur de survie en milieu sauvage a passé des années sous couverture, gravissant les échelons des milices d'extrême droite. Il n'a rien dit à la police ni au FBI, il n'a rien dit à sa famille ni à ses amis. L'avenir des milices. Il a infiltré une nouvelle génération de chefs des milices, parmi lesquels des médecins et des avocats du gouvernement. Les experts estiment que les milices pourraient connaître une renaissance sous Donald Trump. Un trésor secret, il a envoyé à ProPublica une énorme quantité de documents. Les conversations qu'il a enregistrées en secret offrent un aperçu unique et surprenant du mouvement des milices. Oui, en plus, c'est un survivaliste. Et en plus, il s'appelle John Williams. Il a le même nom que le mec qui a fait la musique de Star Wars, bref. Donc John Williams gardait un sac à dos rempli de tout ce dont il avait besoin pour fuir. 3 paires de chaussettes, quelques centaines de dollars en liquide, des déguisements de fortune et du matériel de crochetage de serrure, des fournitures médicales, des vitamines et des gels énergétiques riches en calories, ainsi que des clés USB contenant chacune plus de 100 gigaoctets de documents cryptés qu'il distribuerait rapidement s'il était sur le point d'être arrêté ou tué. Est-ce que c'est un rapprochement trop osé de dire que les milices modernes sont nées avec le génocide amérindien et les soldats de frontières? Je pense que l'affiliation va juste là, oui. Va jusque là. Déjà, c'est vraiment en mode la mission secrète, quoi. Ah non, mais genre, franchement, le mec, genre... Et en plus, genre, il a passé sa vie à être flippé qu'on le descende, quoi. Genre, il était entouré de gens qui avaient plein d'armes dans leur maison, il dormait chez eux, bref. Donc, le 1er avril 2023, Williams a récupéré le sac dans son placard et s'est précipité vers sa voiture. Il n'avait pas le temps de nettoyer la vaisselle qui s'était accumulée dans son appartement. Il ne savait pas si des hommes armés étaient à sa recherche. Il ne savait pas s'il se sentirait un jour en sécurité pour revenir. Il a garé sa voiture pour la nuit dans les contreforts surplombant Salt Lake City et a recroquevillé son corps de 1,93 mètres, de 1,93 m sur la banquette arrière de la Honda de 20 ans. C'était sa nouvelle maison. Il a ouvert une application d'enregistrement pour ajouter une entrée à son journal. Il avait la voix rauque et aiguë d'un fumeur de toujours. Par où commencer, putain, a-t-il sourié en prenant une profonde inspiration. Après plus de 2 ans d'infiltration, il était devenu téméraire et impulsif. Il avait craint que quelqu'un soit en danger et il avait essayé de le prévenir, mais cela s'était retourné contre lui. Williams était sûr qu'au moins une personne savait qu'il était un agent double maintenant, a-t-il dit dans son téléphone. C'est qu'une question de temps avant que les autres le sachent. À la lumière du jour, Williams a déposé une enveloppe sans adresse de retour dans une boîte aux lettres du service postal américain. On l'avait chargée d'une clé USB et d'un médaillon en or, des Oath Keepers. Donc les Oath Keepers, donc c'est une des milites. C'était à moi qu'elle s'adressait. Les documents décrivent une odyssée remarquable. Se faisant passer pour un compatriote idéologique, Williams avait infiltré les rangs supérieurs de 2 milices d'extrême droite les plus importants du pays. 2 milices en plus. Il a monté les rangs de 2 milices. Genre une, ça suffisait pas. Genre il a dû en faire 2, quoi. Il avait dormi dans la maison de celui qui prétend être le nouveau chef des Oath Keepers, fouillant dans ses dossiers au milieu de la nuit. T'imagines l'angoisse? T'es chez quelqu'un qui est le chef d'une milice paramilitaire d'extrême droite fasciste, plein d'armes dans sa maison. Tu dors chez lui parce que tu fais crari, t'es son camarade. Et la nuit, tu fouilles dans son bureau. T'imagines, le moindre bruit devait le... Waouh. Il était vraiment en mode furtif, quoi, en mode infiltration, quoi. Oh. Ah ouais, les plus grosses couilles de l'univers, ça, c'est réel. Oui, en plus, Oathkeepers, c'est vraiment... c'est vraiment pareil. C'est pas des rigolos, les Oathkeepers. Il avait conçu des stratagèmes élaborés pour rassembler des preuves des liens des milices avec des responsables de haut rang des forces de l'ordre. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'était pas allé voir la police.
Il avait découvert des opérations secrètes comme la surveillance d'une jeune journaliste, puis improvisé des moyens pour saboter les plans des militants. Dans un groupe, ces stratagèmes ont eu tellement de succès qu'il est devenu le commandant en chef de la milice dans l'État de l'Utah. Il était désormais en fuite. Il se dirigea vers le sud, vers un désert à 4 heures de la ville, où il pourrait disparaître. C'est le début d'un roman. Mais en fait, ça, c'est souvent les trucs. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'article. En plus, bon, le mec, il a gagné un prix Pulitzer, c'est un grand journaliste, etc. Mais j'aime beaucoup ce genre d'enquête et articles de très très long cours parce que il y a une. Quand t'as la plume du journaliste derrière, ça rend vraiment le truc encore plus haletant, quoi. Je trouve que c'est à la fois un objet littéraire autant que c'est un objet journalistique et un objet d'investigation, quoi. Donc le prélude. J'avais eu des nouvelles de Williams 5 mois plus tôt lorsqu'il m'avait envoyé un email anonyme intriguant mais mystérieux. J'ai essayé de contacter les médias nationaux et les groupes de défense des droits civiques pendant plus d'1 an et on m'a ignoré, pouvait-on lire. J'en ai assez de crier dans le vide. Il l'a envoyé à une série de journalistes. J'étais le seul à répondre. Putain, t'imagines s'il n'avait pas répondu? J'étais le seul à répondre. J'ai perdu beaucoup de temps à assouvir ma curiosité à propos de ce genre d'email. Je m'attendais à ce que mon intérêt disparaisse après un appel rapide. Au lieu de cela, j'ai fini par occuper une position vertigineuse en tant que seule personne à connaître le secret que Williams cachait depuis 2 ans. Nous avons discuté à plusieurs reprises par téléphone crypté avant qu'il ne s'enfuit. Il avait été galvanisé par la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, m'a dit Williams, lorsque des milices comme les Oath Keepers ont conspiré pour renverser violemment l'élection présidentielle de 2020. Il pensait que la démocratie était assiégée par des groupes qui, selon le FBI, représentent une menace terroriste intérieure majeure. Il a donc infiltré le mouvement des milices de manière spontanée, en tant que justicier indépendant. Il n'a rien dit à la police ni au FBI. En solitaire, il n'en a parlé ni à sa famille, ni à ses amis. Williams semblait préoccupé par la manière de s'assurer que tout cela ne soit pas une perte de temps autodestructrice et extrêmement dangereuse. Il se méfiait des forces de l'ordre et ne voulait pas être un informateur, m'a-t-il dit. Il m'a confié qu'il espérait nuire au mouvement, en révélant un jour publiquement ce qu'il avait appris. Ah oui, bah oui, il a pris vraiment la ministre la plus vénère, quoi. Et surtout, c'est vraiment le truc, c'est vrai que genre 2 ans là-dedans, à la fin, t'es totalement parano, c'est sur la psyché, ça doit avoir un impact. Genre, t'as peur des représailles, des trucs comme ça. Enfin, c'est fou. Et donc, et c'était aussi son truc, c'est voilà, il voulait nuire au mouvement en révélant publiquement ce qu'il avait appris, en mode genre, si on révèle tout, ça peut les foutre dans la merde, contrecarrer des plans, etc. En mode, bon, au moins, j'aurais fait un travail de justicier et pas juste un informateur de la police pour arrêter une fois ou deux et pour pouvoir être là avant qu'il fasse une action, quoi. Genre, bon. Sur Wikipédia, ils disent que leur nombre, c'est entre 5000 et 38 000, c'est même pas une fourchette. Ah bah là, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, le bordel. L'émeute du Capitole me taraudait aussi. J'avais fait de nombreux reportages sur les événements du 6 janvier. J'avais rencontré des familles qui accusaient les milices de leur avoir enlevé leurs proches, de les avoir entraînés dans une vie de réunions secrètes et de complots violents. Oui, parce que le 6 janvier, ça a été un moment, en fait, de recrutement, d'ailleurs, y compris la personne qui s'est infiltrée, en fait. C'est un immense moment de recrutement des magas trumpistes lambda et de radicalisation, en fait. Ça a été un moment vraiment où les milices se sont encore plus armées en nombre de personnes. Parce que bah, si les gens étaient assez fous pour s'emparer du Capitole, bah, au moins ils pouvaient être utiles aux milices, quoi. Surtout que ça traîne dans la police, dans des gangs, dans des bons pères de famille aux états de la société. Le genre de gens, ils viennent de partout si tu te fais griller. Ouais, de fond. Oui, oui. De les avoir entraînés dans une vie de réunion secrète et de complots violents, ou de les avoir enfermés dans une cellule de prison. Mais au moment où Williams m'a contacté, les groupes les plus infâmes semblaient avoir largement disparu. Les milices étaient-elles plus durables, plus puissantes qu'il n'y paraissait? Certaines des choses qu'il m'a dites me semblaient importantes. Pourtant, avant l'arrivée du colis, j'avais l'impression de correspondre avec une ombre. Je savais que Williams considérait la tromperie comme une forme d'art. Quand vous inventez un mensonge, m'a-t-il dit un jour, vous devez avoir des éléments vérifiables pour qu'il n'ait pas l'idée de se poser des questions. Oui, ça c'est la stratégie du mensonge par omission. C'est vraiment la stratégie de... Le meilleur mensonge, c'est celui qui est légèrement proche de la vérité, mais un petit peu différent. Comme ça, tu as au moins des détails sur lesquels tu peux te reposer, quoi. Si ces articles semblaient généralement précis et sobres, toujours rassurants pour un journaliste, je devais procéder avec un scepticisme extrême. J'ai donc épluché ces dossiers, des dizaines de milliers. Ils comprenaient des dizaines d'heures de conversations qu'il avait enregistrées en secret, et des années de conversations privées et des vidéos de milices. J'ai pu les authentifier grâce à d'autres sources, au sein et en dehors du mouvement. J'ai également parlé à des dizaines de personnes, des amis de Williams, à d'autres membres de ses milices. J'ai fouillé dans son passé tumultueux et j'ai découvert des documents en ligne qu'il ne m'avait pas indiqués et qui corroboraient son récit. Donc c'est voilà. Bonjour, je suis un journaliste, j'ai gagné le prix Pulitzer. J'ai fait mon fact-checking très intensif, y compris auprès des gens qui sont dans ces milices-là. Ce qu'il dit, c'est vrai. J'ai tout vérifié. Les dossiers offrent une fenêtre unique, à la fois vaste et intime, sur l'un des mouvements sociaux les plus importants et les plus volatiles de notre époque. Williams a infiltré une nouvelle génération de chefs paramilitaires qui comprenaient des médecins, des policiers de carrière et des avocats du gouvernement. Parfois effrayants, parfois maladroits,
toujours lourdement armés. C'était un monde où un homme proposait d'assassiner des politiciens pour ensuite déclencher un débat sur la logistique. Les procureurs fédéraux ont condamné plus de 1000 personnes pour leur rôle dans les attentats du 6 janvier. Les principaux capitaines de milices ont été emprisonnés pendant une décennie ou plus, mais cela n'a pas altéré l'attrait que les milices exercent sur une grande partie des Américains. Le président élu Donald Trump a promis de gracier les émeutiers du 6 janvier à son retour à la Maison-Blanche. Ça, ouais, ça c'est le gros truc, c'est qu'il est en mode, quand je reviendrai au pouvoir, je gracie tous les émeutiers, voilà, you did nothing wrong, etc., quoi. Les experts préviennent qu'une telle mesure pourrait déclencher une renaissance des militants extrémistes, leur envoyant un message de protection et de soutien sans précédent, et rendant d'autant plus urgente la nécessité de les comprendre. Sauf indication contraire, aucun membre de la milice mentionné dans cet article n'a répondu aux demandes de commentaires. Williams est parti d'une guerre froide plus vaste, opposant radicaux, qui est resté pour l'essentiel dans l'ombre. Désolé, c'est la traduction automatique de Google, parfois c'est un peu... Un militant de gauche m'a dit qu'il connaissait personnellement une trentaine de personnes qui se sont infiltrées dans des milices ou des groupes suprémacistes blancs. Ils ne se sont pas coordonnés avec les forces de l'ordre, préférant prendre en main la surveillance de l'un des aspects les plus intraitables de la politique américaine. Sceptiques à l'égard des autorités, les milices ont cherché à remodeler le pays par l'action armée. Williams a cherché à y parvenir par la trahison et le mensonge, ce qui ne lui plaisait pas. « Je n'aurais pas pu réussir si je n'avais pas été l'un d'eux à certains égards », m'a-t-il dit un jour. « Je n'aurais pas pu le faire aussi longtemps si elle n'avait pas reconnu quelque chose en moi. » Et ça, c'est le truc le plus effrayant, quoi. Genre, tu vas t'infiltrer dans une milice tout en reconnaissant que la raison pour laquelle c'est plausible que tu sois devenu le chef de la milice, c'est que t'es un petit peu des leurs, quoi. Tu fais un petit peu partie de leur monde, quoi. C'est une dinguerie. S'il y a un moment qui a poussé Williams à rejoindre la milice clandestine, c'est celui qui s'est produit environ une décennie avant le 6 janvier, lorsqu'il a été envoyé dans une prison à sécurité moyenne. Il avait une trentaine d'années, était attiré par le danger et était rempli de turbulences intérieures. Williams a grandi dans ce qu'il me décrit à mes amis et dans les dossiers judiciaires comme un foyer dysfonctionnel et malheureux. Il était un enfant gay dans l'Amérique rurale. Son père considérait l'homosexualité comme un péché mortel, a-t-il déclaré. Williams a passé une grande partie de son enfance en plein air, à observer les oiseaux, à camper, et à essayer de passer le moins de temps possible à la maison. John Williams est désormais son nom légal, un nom qu'il a récemment acquis. Ok, d'accord, donc il a changé de nom, c'est pour ça qu'il s'appelle John Williams. Okay. Une fois qu'il a eu l'âge de déménager, Williams a continué à vivre hors réseau pendant des semaines. Vivre dans une grotte l'intéressait, mais pas les emplois qu'il avait trouvés dans les épiceries et les sandwicheries. Il m'a dit que sa jeune vie d'adulte a été un temps mort dans sa vie, une série de petits délits et de brouilles avec des vieux amis. Il a plaidé coupable pour une série de délits, intrusion, méfaits criminels, agression. Ce qui a conduit Williams en prison, c'est la façon dont il a réagi à l'une de ses arrestations. Il a envoyé des courriels anonymes et dérangeants aux enquêteurs chargés de l'affaire, menaçant leur famille. La police a réussi à remonter jusqu'à lui à partir de ces messages et l'a enfermé pendant 3 ans. En prison, Williams a trouvé le temps de lire beaucoup de choses. Des livres d'histoire naturelle, Bertrand Russell, Cormac McCarthy, et cela lui a servi de leçon de fin d'études pour une compétence qui allait lui être cruciale pendant ses années d'infiltration. Survivre à la prison signifiait apprendre à manœuvrer autour des chefs de gang et des agents pénitentiaires. Il a appris à orienter les conversations à son avantage sans que l'autre personne ne s'en aperçoive. Quand on vous dit que la prison c'est un outil de radicalisation et que tu apprends beaucoup de savoir-faire important pour ta future radicalisation en prison, à sa sortie, il avait une ambition claire. Devenir instructeur de survie en milieu sauvage, donc les trucs de survivaliste, etc. Il a utilisé Facebook pour promouvoir des randonnées guidées dans les montagnes Uinta de l'Utah. Une vieille photo montre Williams ressemblant à un moniteur de camp dégingandé, alors qu'il montre aux étudiants une plante comestible. Il porte une queue de cheval épaisse et un pantalon cargo, les ongles des pieds peints dépassant des sandales de randonnée. Les ongles des pieds peints, c'est du vernis à ongles, quoi. De nombreuses personnes dans l'Utah se sont tournées vers la survie en milieu sauvage après une crise personnelle, formant une communauté de marginaux qui s'épanouissaient dans des environnements rudes et isolés. Même parmi eux, Williams a acquis la réputation de se mettre dans des situations extrêmes. Peu de gens sont prêts à se battre seuls. Il prend cette lutte à un haut degré, m'a dit un ami avec admiration. Williams a commencé le Krav Maga et le Muay Thai parce qu'il aimait les combats à main nue. Il a passé une fois 40 jours seul dans le désert avec seulement un couteau, se nourrissant de tamia et de groseilles, par choix pour fêter un anniversaire. Donc le mec, qui fête son anniversaire, il dit eh, vas-y, je vais passer 40 jours dans le désert avec juste ma bite et mon couteau. Bah ouais, ça va bien se passer, ouais, putain. Comment tu fais pour l'avoir en français? J'utilise la traduction automatique de Google. C'est pour ça parfois c'est un peu shaky. Williams a eu du mal à lancer son entreprise de survie. Il distribuait des cartes de visite. Ah, il a l'air sacrément. Mais en même temps, il faut être un petit peu taré pour se dire vas-y, je vais m'infiltrer dans des milices d'extrême droite, tout va bien se passer. Entre lui et Luigi, on commence à avoir une team d'Avengers. Putain, j'avoue. C'est vrai que t'as un petit peu toutes les nuances de militants improbables, en fait. Williams a eu du mal à lancer son entreprise de survie. Il distribuait des cartes de visite lors de rassemblements d'amateurs
en leur promettant des aventures, mais en pratique, il dirigeait surtout des séminaires dans les parcs de la ville pour de l'argent de poche. Il ne répondait aux appels qu'en cas d'urgence, se souvient notre ami, car il voulait économiser sur les minutes. Puis vers le nouvel an 2019, selon Williams, il a reçu un email d'un dirigeant des American Patriot 3% ou Happy 3. Il voulait embaucher Williams pour une séance de formation. Il pouvait payer $1000. Finalement, pensa Williams, je commence à avoir un peu sulté. Alors, American Patriot 3%, vous savez, c'est la théorie du complot des 3%. En mode, en gros, il part du principe que, comme il y a 3% d'Américains qui se sont battus pendant la guerre civile américaine, je crois, bah du coup, c'est les 3% qui vont sauver le monde de... Voilà, en gros, c'est que ils font partie des élus, des 3% d'Américains qui sont en capacité de sauver le monde, etc. Donc ça fait partie un peu... Ça rejoint un petit peu avec les bails des 5%, où c'est un bail en mode il y a 5% d'élus et 5% de diables, et ils se font la guerre entre eux, etc. Enfin bref, il y a des théories du complot assez similaires qu'on peut retrouver ailleurs. Mais, et ça, les 3%ers, c'est... Voilà, on parlait des Housekeepers tout à l'heure qui sont vénères. Les 3%ers, c'est des nazis. C'est des gros nazis. C'est des immenses nazis. Donc voilà, et du coup, ils pouvaient se faire 1000 balles, voilà quoi. En mode, il faut former une milice pour combattre le faux gouvernement américain. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas tant une question de probabilité qu'une question de vous êtes les élus. En fait, le but, c'est pas de se dire on est les vrais 3% qui vont vraiment se battre. C'est de se dire vous êtes les élus et armez-vous et provoquez la guerre civile. En fait, c'est plutôt ça. Besoin d'appartenance à un groupe. Bah ouais, c'est exactement ça. Donc la décision. Ils avaient convenu qu'il n'y aurait pas de fusil semi-automatique, m'a dit Williams, alors tout le monde avait apporté une arme de poing. Une douzaine de miliciens s'étaient rendus dans les montagnes près de Peter Sinks, dans l'Utah, un des endroits les plus froids des États-Unis contigus. Au départ, ils voulaient s'entraîner à l'évasion et à la fuite, a dit Williams, mais ils pensaient qu'ils devaient s'y préparer. Alors pendant 3 jours, il leur a enseigné les bases de la survie en milieu sauvage, mais avec une variante. Comment rester en vie tout en essayant de rester caché. Il leur a montré comment construire un abri qui les gardait au sec et échapperait à la détection. Comment faire un feu, puis comment le nettoyer pour que personne ne puisse deviner qu'il était là. Au fil des jours, des commentaires errants ont commencé à l'agacer. Un jour, un homme a dit qu'on lui avait tiré dessus en le forçant à payer trop cher son pistolet Ruger. À la fin de la formation, les chefs de la P3 ont distribué des patchs assortis. Le rituel a rappelé à Williams un gang de motards. Il avait déjà participé à des événements AP3 plus courts pour rencontrer les hommes et adapter la leçon à son premier client significatif, m'a dit Williams. Mais passer des journées dans les bois avec eux lui a semblé différent. Il a dit qu'il avait trouvé l'expérience désagréable et qu'il avait décidé de ne plus travailler avec le groupe. Donc comment ça va? Il est en mode bon, ces nazis, ils me font chier, je les aime pas. Et voilà, hein? Ils sont désagréables ces nazis quand même. Hein. Ça me termine les gens qui comparent encore l'extrême gauche et l'extrême droite quand les journalistes infiltrent l'extrême gauche. Ça donne une bouffonne en perruque rose qui découvre les âgés en non-mixité et le tour de parole. Quand ils infiltrent l'extrême droite, ça parle d'attentats et d'assassinats politiques. Mais ouais, les extrêmes se rejoignent. Non mais c'est tellement vrai ce que tu racontes. Pauvre, tu infiltres l'extrême gauche. Oh là là! Ils ont fait une AG et ce sont des trotskistes. Et ils lisent Trotsky. T'infiltres l'extrême droite, t'es en mode je vais mourir. On va me tuer. Cette partie de l'histoire de Williams, comment et pourquoi il est devenu membre d'une milice, est la plus difficile à vérifier. Selon ses propres dires, il a gardé ses pensées et ses projets pour lui. À l'époque, il était trop gêné pour raconter à ses amis ce qui s'était passé ce week-end-là, a-t-il déclaré. Dans la communauté des survivants, la formation des milices était considérée comme tabou. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si Williams cachait une histoire moins courageuse. Peut-être avait-il rejoint la P3 par enthousiasme sincère et s'était-il ensuite détourné de cette idée. Peut-être essayait-il maintenant de me duper. En effet, lorsque j'ai appelé le responsable de la P3 qui avait organisé la formation, il a contesté le calendrier de Williams. Il se souvenait que Williams était resté impliqué de manière sporadique, mais constante après la session dans les montagnes en tant qu'ami du groupe qui assistait à 2 ou 3 événements par an. Pour brouiller encore plus les pistes, Williams m'avait prévenu que l'homme dirait quelque chose comme ça. Bonjour, je suis un menteur professionnel. La personne auprès de qui vous allez vérifier la source va vous dire que en fait j'étais beaucoup plus présent avec eux, mais en fait pas du tout. Hein, voilà, ils vont vous dire ça. Hein, voilà. Donc Williams m'avait prévenu que l'homme dirait quelque chose comme ça. Williams avait travaillé dur pour créer l'impression qu'il n'était jamais parti, disait-il, qu'il était juste resté inactif pendant un certain temps, occupé par son travail. Donc lui, sa version des faits, c'est en mode non mais j'ai fait crari, j'étais resté près d'eux, j'étais crari en mode oui, je suis un peu occupé, donc je me pointais une fois de temps en temps pour garder quand même une certaine proximité. Mais en vrai, de vrai, ça va, j'étais pas vraiment là aux événements. Et puis bon, le reste du temps, c'était juste pour excuser le fait que j'étais pas là, quoi. Bon. Il est remarquable que le membre de la P3 ait défendu la loyauté de Williams à chaque fois que j'ai affirmé qu'il avait secrètement essayé de saper le groupe. Il était très respecté, a-t-il déclaré, et je n'ai jamais remis en question son honnêteté ou ses intentions. Même après les avoir trahis, le mec des 3%ers, il était en mode ah, quand même, il était vraiment chouette ce type. Ok. Même les amis de Williams m'ont dit qu'il était pour eux un mystère. Mais j'ai trouvé des preuves qui étayent son histoire, là où tant de solitaires dévoilent leurs pensées les plus intimes.
Internet. En 2019 et début 2020, Williams a écrit des milliers d'entrées depuis supprimées sur les forums en ligne. Ces messages ont donné un aperçu de sa vision du monde à cette époque. Idiosyncratique, érudique et colérique, avec peu de place pour la modération. Il y a parfois des types de miliciens qui veulent que ces compétences servent à promouvoir des programmes marginaux violents, et je ne les laisserai absolument pas faire, a-t-il écrit dans un article de 2020 sur la survie en milieu sauvage. Dans une autre, il a qualifié la P3 et ses alliés de fous d'extrême droite. Les messages ne prouvaient pas les détails de son récit, mais c'était le Williams que je connaissais, écrivant sous des pseudonymes bien avant notre rencontre. Un jour, il exprimait son mépris pour les électeurs de Trump, le néolibéralisme ou l'infrastructure capitalisme. Un autre jour, il critiquait les mesures de contrôle des armes à feu, les jugeant immorales. Non, enfin, c'était pas un libéral, quoi, globalement. C'est pas un libéral. Il est en mode. C'est un survivaliste, donc forcément, il est pro-armes à feu. Mais par contre, le capitalisme, mais parce que c'est le truc. C'est le fait du survivalisme, c'est aussi un truc de le capitalisme, mon Dieu, les corporations qui nous rendent mous, etc. Ça peut te faire basculer vers l'extrême droite, tout comme ça peut te garder à gauche, dans un côté un peu. Voilà, quoi. Lorsque les manifestations Black Lives Matter ont éclaté en 2020, Williams a écrit qu'il rassemblait des fournitures médicales pour les manifestants locaux. Bah voilà, c'est un bon gars. Bah voilà, c'est bon. C'était un médic pour Black Lives Matter, c'est cool, quoi. Il ressemblait parfois à un révolutionnaire croisé avec un étudiant en arts libéraux de gauche. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment genre... Enfin, quand tu connais un petit peu l'histoire, genre des trucs en mode action directe... Oui, c'est un antifa, en fait. Genre, pour moi, c'est vraiment... Tu viens de décrire un antifa. Est intéressé par le maniement des armes et la survie, mais en même temps soutient Black Lives Matter et voilà, c'est anti-système. Voilà. Donc, mais il ressemblait parfois à un révolutionnaire croisé avec un étudiant en arts libéraux de gauche. Le seul travail d'un policier est d'intimider les citoyens au nom de l'État, a-t-il écrit. Le renversement violent de l'État est notre seule option viable. Ah oui, donc c'était un peu un proto-terroriste de gauche, quoi. Ou un anarchiste, c'est vrai. Puis le 6 janvier est arrivé. Il m'a dit plus tard qu'en regardant la télévision, Williams avait cru reconnaître l'écusson sur le gilet tactique d'un émeutier. Il ressemblait à celui que les dirigeants de la P3 lui avaient remis à la fin de sa formation. « Est-ce que j'ai appris quelque chose à ce type ?» se demanda-t-il. « Pourquoi étais-je si cordial avec eux tous? S'ils savaient que j'étais gay, je parie qu'ils voudraient ma mort, et je les ai effectivement aidés. Parce que j'étais trop égoïste pour penser à autre chose qu'à ma carrière. La honte s'est rapidement transformée en colère, m'a-t-il dit, et en désir de vengeance. » Ah oui, d'accord, c'est vraiment, il a vu le 6 janvier, il s'est dit « Putain, c'est peut-être à cause de moi, vas-y, je vais me venger, je vais les infiltrer, je vais les détruire de l'intérieur. » Putain, cette origin story, c'est une dinguerie, n'empêche. Hein. Oh ouais, pour 1000 balles. Après, je pense que le reste des formations... Enfin, il a fait plusieurs formations, donc elle devait coûter 1000 balles aussi, j'imagine, mais ouais. Pour 1000 balles et un peu de réseau, quoi. Ah, c'est une dinguerie. Les experts disaient que la démocratie elle-même était en péril mortel. Williams a pris cette notion au pied de la lettre. Il a supposé que d'innombrables Américains réagiraient par des actions agressives, a-t-il dit. Il voulait être parmi eux. 4. Un nouveau monde. Williams se tenait seul dans son appartement, se regardant dans le miroir. Je suis grand. Je suis Dave. Je suis grand. Je suis Dave. Il s'efforçait de se concentrer sur ses manières, sur l'intonation de sa voix. Qu'il dise la vérité ou un mensonge, il voulait paraître exactement le même. Le mec, c'est un agent secret, le bordel. Domo domo. Domo domo, je suis japonais. Domo domo, je suis fasciste. Je suis le fils de Joe Rogan, je sais pas. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'émeute du Capitole. De toute évidence, Williams était désormais un membre enthousiaste de la P3. Comme il avait déjà un contact, rejoindre le groupe était facile, dit-il. Mais devenir un espion autodidacte a nécessité quelques essais et erreurs. Au début, il s'était fait passer pour un sans-abri pour surveiller les installations d'entraînement des milices, mais il avait décidé que c'était une perte de temps. Ah putain. Ah ouais. La tromperie occasionnelle qui lui avait servi en prison s'avérait utile. La fourberie était une compétence et il veillait tard pour la perfectionner. Il tenait un journal de chaque mensonge qu'il disait pour ne pas perdre le fil. Son programme était axé sur des exercices de théâtre et sur l'histoire de l'espionnage et des sectes. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Oui, bah oui, tu m'étonnes qu'il a lu lire 2-3 bouquins sur des espions. Ah ouais, non mais... Ah oui, putain, il est trop... respect, hein. Ah ben le niveau d'investissement... En même temps, le niveau d'investissement, c'est que là, il joue sa vie en même temps. Mais en même temps, genre quand même, genre le mec rappelle que c'est un survivaliste qui a donné des formations à des nazis et qui avait un petit peu des réseaux avec les milices nazies, etc. Mais viteuf. Il a vu la tentative de coup d'État au Capitole et il s'est dit ils mettent en danger la démocratie, il faut que je me venge et que je les détruise. Et après, il s'est mis en mode RP espion à infiltrer une des milices, même 2 milices. Il a infiltré 2 milices en plus.
Il a fait Not on My Watch. Ah ouais, 2 fois. Hein. Personne comme les chefs d'une secte sexuelle Keith Raniere l'impressionnait le plus. Il étudiait des biographies pour apprendre comment ils manipulaient les gens, comment ils utilisaient la cruauté pour convaincre leurs adeptes de se soumettre. Williams a régulièrement critiqué les membres de la milice. Il leur a prodigué des conseils condescendants sur les faiblesses du groupe en matière de sécurité, les avertissant que leur incompétence technique en ferait des cibles faciles pour les pirates informatiques de gauche et les espions du gouvernement. Orion Rollins, le chef suprême de la milice dans l'Utah, a rapidement envoyé un message à Williams pour le remercier de ses conseils. Ne vous inquiétez pas d'être un connard, a-t-il écrit. Il est temps d'apprendre et de devenir aussi intraçable que possible. Les messages AP3 que Williams m'a envoyés étaient si volumineux que j'ai passé un mois entier à les lire avant de remarquer cet échange. Putain, en plus, oui, t'imagines le nombre d'échanges qu'il a dû avoir à éplucher le journaliste pour trouver des trucs intéressants. C'est n'empêche, franchement, autant le travail du journaliste que le travail de John Williams, franchement, c'est vraiment le duo. Putain, mais c'est un film, le bordel. Hein. Williams s'engagea dans la milice à un moment crucial. La P3 avait autrefois des sections dans presque tous les États, avec une liste de membres comptant probablement des dizaines de milliers de membres. Alors que les autorités réprimaient le mouvement après le 6 janvier, le nombre de membres s'effondrait. Certains de ceux qui restèrent avaient des liens avec les nationalistes blancs. D'autres n'étaient que des conservateurs solitaires qui avaient trouvé un but dans la cause paramilitaire. Pour l'instant, les dirigeants du groupe se concentraient sur le sauvetage de la milice et non sur la prise des armes pour combattre leurs ennemis. Grâce aux documents de Williams et à plusieurs autres sources, j'ai finalement pu écrire une enquête sur la résurgence de la P3. Et parce qu'en fait, donc c'est vraiment la période après le 6 janvier, le début du mandat de Biden, où du coup, c'était le moment pour les milices de se reconstruire sous le coup du fait que y avait une répression parce qu'ils avaient essayé de faire un coup d'État. Et donc, c'est le moment de la reconstruction, quoi. Dans un film, je dirais non, ça va trop loin, c'est pas crédible. Ah, mais de fou. Le 4 mars 2021, Williams s'est plaint auprès de Rollins que tout le monde continuait à ignorer ses conseils. Williams s'est porté volontaire pour prendre la relève en tant qu'agent du renseignement de l'État, chargé de protéger le groupe des contrôles extérieurs. J'ai les mains liées, écrit Williams. Si je ne suis pas capable de prendre les choses en main, toute la milice pourrait bien s'effondrer. Rollins lui a accordé cette promotion. Merci Orion, tu as fait preuve d'initiative. En privé, il voyait un avantage particulier à cette nomination. Si quelqu'un soupçonnait la présence d'une taupe dans l'Utah, Williams serait le choix naturel pour mener la chasse à la taupe. Bah oui, si quelqu'un se disait il y a une taupe, on va demander au mec qui sécurise les communications pour chercher la taupe. Il avait désormais un rôle de leader. Il n'avait pas encore de plan. Mais comment pouvait-il décider des objectifs à atteindre avant d'en savoir plus sur la P3 ? Il travaillerait à recueillir des informations et à gravir les échelons en étant le meilleur membre possible de la milice. Il a pris note des titres de dirigeants qu'il a rencontrés, comme un sergent-chef de réserve de l'armée de l'air, j'ai pu le confirmer grâce aux archives militaires, qui recrutait d'autres aviateurs dans le mouvement. Williams a assisté à des entraînements paramilitaires où le groupe s'entraînait à tendre des embuscades avec des explosifs improvisés et des fusils semi-automatiques. Il a offert à ses camarades des cours gratuits de combat au corps à corps et s'est lié d'amitié avec eux lors de la chasse aux lièvres dans l'arrière-pays. Lorsque la milice a rejoint des rassemblements d'extrême droite pour des causes comme le droit aux armes, elle portait un équipement tactique. Williams y a assisté en tant qu'homme gris, a-t-il dit, chargé de se fondre dans la foule et d'appeler des renforts armés si les tensions éclataient. Donc lui, c'était le service d'ordre des paramilitaires. Parce que t'as les paramilitaires qui sont en camo, etc., qui ont leurs armes, et lui, c'était le service d'ordre, il devait être indétectable et les prévenir s'il y avait une menace. Genre, c'est... Ah ouais. Est-ce que cette infiltration vaut les outils et les conseils qu'il leur a donnés? Peut-être qu'il a contribué à la résurgence. C'est une bonne question. C'est vrai que souvent, c'est un petit peu le débat dans ce genre de truc d'infiltration, parce qu'en effet, c'est vrai que pour une infiltration réussie, il faut être très zélé, et du coup, il faut participer en fait des buts de ce à quoi là. Mais en vrai de vrai, je pense que déjà le fait qu'il y ait plusieurs milices, comment dire, après le 6 janvier, c'était assez logique que les milices fascistes prennent un petit peu du plomb dans l'aile et aient besoin d'un moment pour se restructurer, parce que c'était un moment de répression, etc. Seulement, elles n'auraient pas disparu pour autant et elles se seraient aussi restructurées. Peut-être que l'AP3 spécifiquement, et encore une fois, il était que responsable dans l'Utah, donc rappelle que c'est des trucs qui sont structurés aussi nationalement, hein. Là c'était qu'au niveau d'un État. Peut-être que les AP3 de l'Utah auraient mis un petit peu plus de temps à se mettre en place, mais bon, connaissant l'Utah, qui est déjà un État particulièrement de droite, je pense que ça aurait mis un mois de plus, le temps qu'ils fassent des erreurs et qu'ils apprennent. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on peut... C'est difficile d'évaluer le rôle de l'individu là-dedans. Et en effet, oui, comme dit Adel Dao, la P3 n'est malheureusement pas la seule milice du genre, ni la plus populaire et fonctionnelle. Oui, il y a d'autres milices qui sont extrêmement fonctionnelles. On a beaucoup parlé des Proud Boys, par exemple. Les Proud Boys, ils ont aussi subi certaines pertes, mais ils se sont très très vite remis sur pied aussi. Il y a les Oath Keepers, il y a plein d'autres types de milices qui auraient pu aussi prendre la relève. Donc je pense que là-dessus, comment dire, moralement, c'est un petit peu douteux ce qu'il a fait. Mais je pense au contraire que les informations qu'il a pu donner, à minima, sont à la hauteur de sa compromission morale, je pense. Je pense que ça rachète la dette. Je me demandais aussi à quel point il s'est pris au jeu au point de nouer des liens d'affection, etc. dans une certaine mesure, ne serait-ce que pour être crédible dans son personnage, lui donner suffisamment de substance. Bah, on verra dans l'article, peut-être qu'il va en parler. Hein.
Après, il a l'air quand même de sacrément les détester, hein. Ces milices ont des liens avec nos faf locaux. Ouais, ouais, ouais. Après, on a nos milices à nous en Europe, hein, bien évidemment. On a nos bons vieux néo-nazis de par chez nous qui savent très très bien structurer. Mais il y a aussi des échanges internationaux, c'est vrai. Et les milices états-uniennes sont celles qui sont, d'un point de vue paramilitaire, au niveau de la masse aussi, parce qu'il y a une immense masse critique. En fait, les États-Unis, c'est très très grand. Donc en fait, ils ont aussi une expérience en fait simplement logistique. Voilà. Alors nos faf locaux ont avant tout des liens avec d'autres milices européennes, mais ils ont aussi des liens avec les États-Unis, ça c'est clair. Comme son travail était saisonnier, Williams pouvait consacrer jusqu'à 40 heures par semaine aux activités de la milice. L'une de ses tâches en tant qu'officier de renseignement était de surveiller les ennemis du groupe à gauche, ce qui pouvait provoquer des vertiges. Un chef de milice l'a un jour envoyé à une réunion des socialistes démocrates d'Amérique, dans une bibliothèque locale. Leurs ennemis de gauche, ils font des réunions dans des bibliothèques publiques. Et eux, ils font des entraînements paramilitaires. Donc un chef de milice l'a envoyé un jour à une réunion des socialistes démocrates d'Amérique, donc les SDA, Democratic Socialists of America, dans une bibliothèque. Où a-t-il dit? Où il a vu un Proud Boy qu'il avait reconnu lors d'un entraînement conjoint de la milice. S'agissait-il d'un homme de droite caché qui surveillait les socialistes, ou d'un gauchiste caché qui pourrait le dénoncer ou informer la police? L'angoisse. Il m'a contacté pour la première fois en octobre 2022. Il ne voyait pas comment le mouvement évoluait au-delà de son coin de l'Utah. La P3 était alors revigorée, comme j'ai découvert plus tard, avec pas moins de 50 recrues postulant par jour. Dans les conversations privées que j'ai consultées, les dirigeants débattaient de la question de savoir s'ils devaient commettre des actes de terrorisme. À la frontière du Texas, les membres rassemblaient des immigrants dans des patrouilles armées. Oui, ils faisaient ce que font beaucoup des milices armées, c'est ils font du ramassage de migrants, globalement. Mais Williams ne savait pas encore tout cela. Lors de notre premier appel, il s'est lancé dans une litanie de détails. Noms, détails logistiques, allégations de petits acteurs comme étant des délits mineurs. Il voyait bien que je n'étais pas sûr de ce que tout cela signifiait. Williams craignait d'avoir aidé AP3 et non de l'avoir endommagé. Puis début novembre, Rollins lui a demandé de contacter un détective à la retraite nommé Bobby Kinch. Oui, parce que du coup, en fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat-là de est-ce que quelque part, peut-être pas la milice, etc., bah, c'était aussi son angoisse à lui. Ce qui est intéressant, que moralement, il est quand même resté un petit peu droit dans ses bottes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit, hein, encore une fois. Hein, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais un peu ce truc-là de bon, enfin, quand même, j'ai peur de les avoir plus aidés que j'ai pu que j'ai pu les saboter, parce qu'il avait une place, en fait, lui ce qu'il voulait faire, c'est de les infiltrer pour les saboter de l'intérieur, pour les faire disparaître. Ou du moins pour se venger du 6 janvier. Mais du coup, genre, il avait lui-même cette angoisse de putain, est-ce que je les ai plus aidés que endommagés, en fait? Parce que là, pour l'instant, j'ai monté les rangs, je suis un bon militant, là. Donc le détective et le shérif. Williams alluma un enregistreur et composa le numéro. Kinch décrocha après une sonnerie. Que se passe-t-il? Hurla-t-il. Comment ça va, mec? Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Je ne sais pas si tu te souviens de moi, continua Kinch, mais ils s'étaient rencontrés des années auparavant. Oh, à l'époque, a dit Williams, bégayant pendant une seconde. Il savait que Kinch attendait l'appel, mais il était déconcerté par l'accueil chaleureux. Peut-être que Kinch était à la formation 2019. Eh ben, je suis actuellement le directeur national en exercice des Oath Keepers. Le fondateur de la milice, Stewart Rhodes, qui porte un bandeau sur l'œil, est en prison le 6 janvier alors qu'il était jugé pour avoir conspiré pour renverser le gouvernement. Kinch a déclaré qu'il siégeait au conseil national du groupe lorsque son prédécesseur avait été arrêté. Rhodes avait appelé depuis sa prison pour dire « Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est la volonté de Dieu ». Il dit « Mais je veux que tu sauves l'organisation ». Kinch a expliqué que Rollins, qui avait récemment fait défection pour rejoindre les Oath Keepers, avait chanté les louanges de Williams. Liés par une idéologie commune, les milices sont plus poreuses que les étrangers ne le pensent, que les extérieurs ne le pensent, enfin que les gens de l'extérieur ne le pensent. Les membres passent souvent d'un groupe à l'autre comme des partenaires de danse carrée. Et ça, ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est que les uns passent des uns aux autres. Voilà, j'en ai marre des American Patriots 3%, je vais chez les Oath Keepers. J'en ai marre des Oath Keepers, je vais chez les Proud Boys, puis je reviens chez les AP3, puis je repasse chez les Proud Boys. Enfin bref, c'est parce qu'en fait, finalement, c'est des savoir-faire et des trucs qui sont... Il n'y a pas vraiment de différence et de grosse scission, quoi, globalement. J'imagine que votre assiette est pleine avec toutes ces choses folles qui se passent dans le monde, mais j'aimerais bien m'asseoir avec vous. Oui, a déclaré Williams. La P3 et les Oath Keepers devraient absolument travailler ensemble. Il a proposé de former une équipe de reconnaissance commune afin que leurs deux milices puissent collaborer sur des opérations de renseignement. Kinch s'est éclairé. « Je suis policier de carrière, a-t-il déclaré. J'ai fait beaucoup de choses secrètes, de la surveillance. » Au moment où ils raccrochèrent, 45 minutes plus tard, Kinch avait invité Williams à séjourner chez lui. Williams était impressionné par lui-même. Le chef de la milice la plus infâme d'Amérique le traitait comme un vieil ami. Ça doit être si flippant. Pour moi, Williams ressemblait à une personne différente au cours de l'appel, avec la même voix mais une toute nouvelle personnalité. C'était le premier enregistrement que j'écoutais et la première fois que j'étais certain que la partie la plus importante de son histoire était vraie. Pour authentifier l'enregistrement, j'ai confirmé de manière indépendante les détails non publics dont Kinch avait parlé sur la bande, un processus que j'ai répété encore et encore avec les autres fichiers.
Bientôt, j'ai la preuve de ce qui aurait autrement semblé bizarre. L'accès de Williams était aussi profond qu'il le prétendait. Je pouvais comprendre pourquoi les gens étaient désireux de suivre Kinch. Même lorsqu'il prêchait la cabale élitiste mondiale, il parlait avec la passion affable d'un professeur de lycée bien aimé. J'étais depuis longtemps fasciné par la prévalence des policiers dans les effectifs des milices, alors j'ai commencé à examiner son histoire. Et c'est vrai que genre le nombre de policiers qui sont présents dans des anciens militaires, des policiers, il y a vraiment un truc sur... Bah, en France aussi, vous me direz, en France aussi, on retrouve beaucoup la police dans les groupuscules et les milices d'extrême droite. Mais c'est particulièrement la militarisation, on va dire, aux États-Unis, rend le truc encore plus effrayant, quoi. Je t'imagine infiltré dans une milice de Proud Boys. Ah ouais, non. Moi, je dure pas 2 secondes. Hein. C'est ça qui les rend terriblement dangereux. Ils ont littéralement des services de renseignement. Oui, littéralement. Et ils savent aussi comment... Enfin, ils ont des services de renseignement et ils savent comment les services de renseignement fonctionnent en face aussi. Et ils ont des potes dans les... Enfin bref. Kinch a grandi dans le nord de l'État de New York, fils d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qu'il a eu à l'âge de 50 ans. Quand il était jeune, confie-t-il dans un enregistrement ultérieur, il était wheelman, argot pour désigner chauffeur de taxi. J'ai fui les flics tellement de fois, dit-il. Mais au bout du compte, vous savez, je m'en suis sorti. Je me suis jamais fait prendre. Il s'installe à Las Vegas et devient officier de police à 25 ans. Kinch sert dans des unités de détectives d'élite pendant plus de 23 ans, traquant des fugitifs et aidant à démanteler des gangs comme les Playboy Bloods. Il finit par être affecté à ce qu'il appelle la Brigade Noire, selon les dossiers judiciaires chargés d'enquêter sur les crimes violents dont le suspect est afro-américain. Un porte-parole de la police de Las Vegas m'a dit qu'ils avaient arrêté de diviser les brigades en fonction de la race d'un suspect 1 an avant que Kinch ne prenne sa retraite. Oui, bien sûr. Non mais vous inquiétez pas, on a arrêté de diviser les brigades en fonction de la couleur de peau des gens. Vous inquiétez pas. Mais c'est aussi parce que, on parlait tout à l'heure, quelqu'un dans le chat disait « Ah tiens, ce genre de milice, est-ce que c'est pas un petit peu lié en fait à l'histoire comment dire, du génocide contre les Amérindiens, des frontières, etc. » Merci Captain Absurde. Mais en vrai, c'est aussi lié directement à la police, à la façon dont la police a historiquement fonctionné, où bah, en fait la police est le relais idéologique numéro 1 du Ku Klux Klan, des nationalistes blancs, etc. Parce que les policiers eux-mêmes fonctionnent comme ça, avec une brigade en mode bah, on va enquêter sur les Noirs, voilà quoi. Le fonctionnement même de la police prépare aussi à la permanence de ce genre de milice, quoi. Oui, exactement, Elias, c'est aussi lié aux chasseurs d'esclaves aux États-Unis en effet. Puis vers Noël 2013, la carrière de Kinch a commencé à s'autodétruire. Dans une série de messages sur Facebook, il a déclaré qu'il accueillerait favorablement une guerre raciale. Quelle éclate, a-t-il écrit. J'en ai assez d'un homme américain, chrétien, blanc, hétéro... J'en ai assez d'un homme. Logiquement, ça doit être un idiomatisme anglais vu que c'est mal traduit, mais vous avez compris quoi. As fed up as a man, American, Christian, white, heterosexual can get. Ok, donc je suis aussi énervé qu'un homme américain, blanc, chrétien, hétérosexuel peut l'être. Ok. La colère de l'homme blanc est dangereuse et mighty, etc. Donc voilà, ok, d'accord. Merci Guiraud pour la traduction. Une enquête qui a suivi a incité le département à dire aux services secrets que Kinch pourrait être une menace contre le président, selon le Las Vegas Sun. Les services secrets l'ont interrogé et ont déterminé qu'il ne représentait pas une menace pour le président Barack Obama, a rapporté le journal. Kinch a déclaré au journal qu'il n'était pas raciste et qu'il était pris pour cible par des collègues qui avaient une dent contre lui. En 2016, il a rendu son badge 1 an après que la saga ait éclaté dans la presse locale. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, putain, oui, c'est vrai que... Oui, 2013, oui, c'était Obama. Kinch a déménagé dans le sud de l'Utah et a trouvé un emploi de vendeur d'articles de chasse dans un magasin de Sportsman's Warehouse. Mais il avait cette envie, a-t-il déclaré plus tard dans un podcast d'extrême droite. Comme si je n'avais pas encore fini. Il a donc rejoint les Oath Keepers. Quand les gens me disent que la violence ne résout rien, je repense à ma carrière de policier. A-t-il un jour conseillé à ses partisans. Et je me dis, waouh, c'est intéressant, parce que la violence a résolu pas mal de problèmes. En fait, c'est ça, En fait, on sait qu'on est face à un authentique fasciste quand on a envie de dire accidentellement basé. Parce que oui, en effet, la police est un outil de violence qui enseigne aux policiers la violence et la résolution du coup antidémocratique des questions politiques. Donc oui, en effet, accidentellement basé. Ça socialise au fascisme, exactement. Kinch a ajouté Williams à un canal signal crypté où les Utah Oath Keepers coordonnaient leur travail de renseignement. 2 semaines plus tard, le 30 novembre 2022, Williams a reçu un message crypté de David Coates, l'un des principaux adjoints de Kinch. Coates était un homme d'État de 73 ans, un vétéran de la guerre du Vietnam avec une moustache à la Hulk Hogan. Donc, il avait été victime d'un cambriolage au bureau du procureur général de l'Utah, avait-il raconté au groupe. Et pour une raison qu'il n'avait pas précisée, les Oath Keepers semblaient penser que cela les concernait directement. Coates avait promis d'en savoir plus sur le cambriolage. Le shérif devrait avoir des réponses à mes questions aujourd'hui ou demain. Cette dernière phrase allait obséder Williams. Il a envoyé une longue note inventée de toutes pièces sur ses propres expériences de collaboration avec les forces de l'ordre. Je suis curieux, dans quelle mesure le shérif répond-il à vos demandes? Ou avez-vous une source avec laquelle vous travaillez? Le shérif est devenu un ami personnel qui a organisé mon entretien avec le FBI, a répondu Coates. Il ouvre beaucoup de portes. Coates était à Washington le 6 janvier, avait-il dit à Williams. Il serait logique que cela ait piqué l'intérêt du FBI. Donc en gros, il avait un pote shérif
qui lui avait aidé à préparer son entretien avec le FBI parce qu'il avait été chopé au 6 janvier et que du coup, il était sous investigation du FBI et tout, quoi. Pour Williams, cela laissait entrevoir un scénario plus menaçant. Des liens secrets entre ceux qui menacent l'état de droit et ceux qui ont le devoir de le faire respecter, plutôt qui jouissent de son monopole de la violence légitime, on va dire. Il voulait désespérément plus de détails, plus de contexte, le nom du shérif, mais il ne voulait pas aller trop loin, trop vite. La chasse à l'homme. Ah mais le nombre de data qu'il obtient, c'est une dinguerie, quoi. Une forêt engloutissait la maison de Kinch de tous les côtés. Il vivait dans une cabane d'un demi-million de dollars dans sa maison d'été, à 2400 mètres d'altitude dans les montagnes, à l'extérieur du parc national de Zion. Williams se tenait dans la cuisine un samedi matin de la mi-décembre. Williams avait récemment acheté en secret un petit appareil noir sur Amazon. Il ressemblait à une clé USB. L'interrupteur marche-arrêt et les trous du microphone ont révélé de ce qu'il s'agissait en réalité, un micro. Alors que les deux hommes discutaient autour d'une tasse de café au goût de cannoli, Williams n'a pas remarqué que le chien de Kinch avait arraché le micro de son sac. La nuit précédente, Williams avait dormi dans la chambre d'amis. La maison était encombrée de fusils semi-automatiques. Il avait pris le risque de photographier 3 plaques sur les murs sur lesquelles était gravée la même phrase d'Ernest Hemingway. « Il n'y a pas de chasse comme la chasse à l'homme, pouvait-on y lire. Ceux qui ont chassé des hommes armés assez longtemps et qui ont aimé cela ne se soucient jamais vraiment d'autre chose. » Ah donc ça vient de là la citation, ok. Oh. Ils aperçurent le chien au même moment, le micro était attaché à un chargeur. Donc le mouchard était attaché à un chargeur. L'animal courait avec comme si c'était une balle de tennis. Alors que Kinch allait le récupérer, Williams sentit la panique lui saisir la poitrine. Quelqu'un pourrait-il le sortir de là? Il en savait assez sur Kinch pour être terrifié par sa rage. En regardant autour de lui, Williams aperçut le pistolet de son hôte sur le comptoir de la cuisine. S'il commence à l'examiner, je prendrai l'arme, pensa-t-il. Ensuite, je lui tirerai dessus et je m'enfuirai dans les bois. Oui, parce que du coup là, il est à 2 doigts de se faire gauler parce qu'il avait un mouchard dans son sac et que le clébard du truc, il est entouré d'armes à feu, etc. Voilà, dinguerie. Ah, mais c'est une scène de film de fou. Kinch a pris le mouchard de la gueule du chien, puis l'a donné directement à Williams et a commencé à s'excuser. Ne t'inquiète pas, dit Williams, c'est un chiot. Oh, l'angoisse! Donc le mec, il a repris le truc, il a dit non, mais tiens, reprends, il a pas repéré que c'était un mouchard. Oh putain. Oh la tension. En sortant, Kinch saisit le pistolet et le plaça dans la console de son camion. Il y avait 1 heure de route jusqu'à la ville la plus proche, d'où les housekeepers tenaient une réunion de direction. William s'était assis sur le siège passager, son mousqueton accroché à la fermeture éclair de son sac à dos. Sur la bande, j'entendais le vent souffler à travers la vitre de la voiture. La radio jouait Summer of '69 de Bryan Adams. Kinch semblait en proie à une sombre nostalgie, comme s'il luttait contre la monotonie de la vie civile, contre les nouvelles contraintes auxquelles il s'était confronté depuis qu'il avait rendu son insigne. 20 minutes plus tard, il récitait la phrase d'Hemingway comme un mantra. « J'ai plus de mal à tuer des animaux qu'un être humain », continua Kinch. Ah ouais, c'est pas glaçant du tout, ouais. Plus de mal à tuer des animaux que des humains. Oui, bah t'as dû en tuer beaucoup quand t'étais dans la police spécialisée sur les noirs. Puis il se tut en racontant la nuit où il avait décidé de prendre sa retraite. Il s'est réveillé dans un buisson de lauriers roses, sans aucun souvenir de comment il était arrivé là. Ses mains étaient couvertes de sang. Il tenait un pistolet. J'ai dû littéralement sortir mon chargeur et compter mes balles pour m'assurer que je n'avais tué personne, a-t-il déclaré. Je m'évanouis quand je suis en colère et je me souviens plus de ce que j'ai fait. Ok, donc ça c'est l'ancien flic qui raconte que comment tu as décidé de prendre ta retraite? Oh ben c'est un jour je me suis réveillé, j'étais dans un buisson, j'avais les mains pleines de sang et j'étais pas sûr si j'avais tué quelqu'un parce que quand je suis en colère, je black out. Je fais des blackouts quand je suis en colère, ça m'arrive. Donc je sais pas si j'ai tué des gens, voilà. Donc après je me suis dit, oh quand même, c'est peut-être le temps de prendre ma retraite. Hein Les lauriers roses contiennent une neurotoxine si jamais. Oui, en plus, les lauriers roses, c'est un truc, c'est hyper toxique, ouais. Oui, donc ça c'est le flic qui raconte comment il a décidé de prendre sa retraite, donc c'est, voilà. Donc le chef des housekeepers, hein, le chef de la milice fasciste, hein, voilà. Donc Kinch poursuivit, j'adore l'adrénaline du travail de policier, puis il fit une pause, ça me manque, c'était vraiment marrant. Ah oui, ça avait l'air d'être marrant, tiens. Ah bah oui, de se réveiller, les mains couvertes de sang, ouais, c'était drôle. Alors arrivé à Cedar City dans l'Utah, Kinch avait retrouvé son charisme. Il a félicité la douzaine de housekeepers réunis pour la réunion. Vous avez l'air d'avoir perdu du poids, et a demandé à chacun de ranger son téléphone dans sa voiture. C'est juste un bon entraînement, parce qu'à un moment donné, nous devrons peut-être emprunter une voie différente, a expliqué l'un des adjoints sans s'arrêter. Kinch présenta William au groupe. Il n'est pas un agent fédéral, et s'il l'est, il fait un sacré boulot. Williams rit un peu trop fort. T'imagines l'infiltré, là, Williams, qui doit être en mode ah ouais, de fou. Ah ben franchement, je serais un sacré agent du FBI si j'en étais un. C'est fou. Ah, le nombre de descentes d'organes qu'il a dû faire rien qu'en une journée.
Enfin, qu'il a fait rien qu'en une journée, là, parce qu'entre le temps où il a failli se faire gauler par le mec avec le chien qui lui a chopé son mouchoir, où il était dans la voiture, où il était en mode est-ce qu'il va me buter dans la bagnole, ou alors est-ce que, ah non, quand il va me raconter simplement qu'il était dangereux et qu'il se souvenait plus de qui il avait tué. Ok. Médecin, avocat, sergent, espion. Chapitre 7. En plus, c'est vraiment des chapitres, hein, c'est vraiment un bouquin, le bordel. Au début de la réunion, Kinch exposa sa vision du rôle des housekeepers dans la vie américaine. Nous avons une épée à double tranchant, a-t-il déclaré. Le tranchant est le travail de terrain le plus traditionnel, illustré par les efforts pour contrer les luttes contre les fraudes électorales présumées. Donc ça, c'est tous les trucs que faisaient les milices, d'essayer de prouver qu'il y avait des luttes, qu'il y avait de la fraude électorale pour l'élection de Joe Biden. Et c'était, donc notamment pendant les élections, c'était se ramener armes au poing pour demander à vérifier les bulletins, les trucs comme ça. Enfin bref, ça avait été des trucs dignes d'une démocratie d'Amérique centrale, on va dire. Et il espère construire leur appareil politique de telle sorte que dans 5 ou 10 ans, les candidats conservateurs solliciteront le soutien c'est le truc, c'est le dull edge. Ok, d'accord. Nous avons une épée à double tranchant. Donc il y a une sharp edge et une dull edge. Ok, donc c'était en gros, on a une épée qui tranche d'un côté et qui est soft de l'autre. Ok. En tout cas, merci pour les gens qui suivent en parallèle l'article en anglais et qui peuvent me signaler les erreurs de traduction. Merci beaucoup pour votre aide. Donc on a une épée donc, du coup, qui n'est pas à double tranchant. La partie soft, c'est le travail de terrain traditionnel, l'espoir que les candidats conservateurs solliciteront le soutien des housekeepers et notamment leur service paramilitaire pour donc le truc en effet de servir en effet de milice pour les candidats, etc. Ce qui s'est passé en fait au final, ce qui s'est un petit peu passé pendant cette élection. Et puis il y avait le tranchant, donc le dull edge et le sharp edge. Il y avait le tranchant, l'entraînement paramilitaire. On perfectionne toutes ces compétences parce que lorsque le tranchant terne, donc lorsque le dos de la cuillère, lorsque le dos du sabre, voilà, fait défaut, lorsque la partie pas tranchante de l'épée fait défaut, bah dans ce cas, faut utiliser la partie, voilà, quand la partie contondante elle fait défaut, bah, le plat, oui, on dit plutôt le plat de la lame, c'est vrai. Donc, lorsque le plat de la lame, le tranchant, il est voilà. La pièce sentait les beignets, avait remarqué l'un des hommes. Bah oui, c'est des anciens flics, évidemment que ça sent les beignets. La semaine précédente, le prédécesseur de Kinch avait été condamné pour conspiration séditieuse. C'était leur première réunion depuis le verdict, et j'ai ouvert les enregistrements plus tard avec la même impatience que j'éprouve à l'approche du Super Bowl. Que se passerait-il pour la milice après ce procès historique? La ruine, la reconstruction ou la révolte? La stature des hommes qui ont mené la résurrection du groupe après le 6 janvier m'a surpris. Je m'attendais à voir d'anciens policiers, comme celui de Fresno en Californie, qui a déclaré être resté dans la milice parce que « cela me définit ». Les milices ont tendance à valoriser les liens avec les forces de l'ordre. Lors d'une opération armée, il peut être utile que la police vous considère comme un ami. Mais il y avait aussi un gynécologue obstétricien de l'Ohio au sein du conseil d'administration nationale. Il travaillait auparavant pour la Cleveland Clinic, ai-je découvert, et dirigeait maintenant une filiale du groupe United Health. Ah bah tiens, encore eux, il dirigeait une filiale de United Healthcare. Bah, entre Luigi Mangione et ça, franchement, c'est vraiment les coïncidences. Hein. Ah, les coïncidences. C'est une dinguerie. Les gens qui disent que fout un gynécologue là, extrême droite, anti-avortement, et le fait que, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas la culture des armes, t'as pas forcément besoin d'avoir une formation militaire pour bander sur les armes et pour vouloir t'entraîner aux États-Unis. Il y a plein de chemins de politisation à ce niveau-là. L'angoisse de la natalité, l'angoisse du contrôle du corps des femmes, l'angoisse des bébés blancs que l'on peut faire naître. Quand tu es gynécologue obstétricien, globalement, tu es un peu lié à beaucoup de choses qui sont très très liées à la vie, la reproduction, le contrôle. Oui, le grand remplacement et tout. Donc en vrai, il peut y avoir une logique. Hein. Et aussi, tout simplement, ça se trouve, c'est juste un facho. Hein. Le médecin était accompagné lors des réunions du conseil par un procureur municipal de l'Utah, un ancien membre du conseil municipal, et comme Williams l'a appris plus tard, un sergent du département du shérif de l'Illinois. Le médecin n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Il a depuis quitté son poste au sein de la filiale d'United Health, a déclaré un porte-parole de la société. Putain, donc il y a aussi des gens vraiment qui taffent à la mairie, quoi. Qui taffent à la mairie, qui taffent pour le shérif, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont vraiment haut placés dans l'administration publique, quoi. Pendant 6 heures, les hommes ont défini des objectifs et délégué des responsabilités sans se soucier étonnamment de la répression fédérale contre les milices. Ils n'ont discuté des fléaux qu'ils étaient censés combattre, les élections volées, les spectacles de drag queen, le président Joe Biden, que dans des apartés. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le marketing. Alors, quel mot à la mode pouvons-nous insérer dans notre déclaration de mission a demandé l'un d'eux.
et sur les ressources qui aideraient les sections locales à se développer rapidement. J'aimerais que cette organisation ressemble au McDonald's des organisations patriotes, a ajouté un autre. Pour Williams, cela ressemblait plus à une réunion de vente de Verizon qu'à une cellule insurrectionnelle. C'est vrai, ils sont transformés en brainstorming de marketeux. Et je trouve que c'est la partie qui est très très intéressante aussi de cet article, qui est absolument passionnant. Mais la partie hyper intéressante de cet article, c'est oui, Verizon, c'est un groupe de télécommunications, je crois. Oui, c'est Orange, quoi. Et en fait, c'est l'aspect vraiment marketing, quoi. C'est en mode qu'ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont marketer leurs idées fascistes. Et quand voilà, c'est pas tant qu'ils vont se préparer de faire des actions contre des drag queens, des trucs comme ça. C'est en mode comment est-ce qu'on peut se rebrander pour que les gens, voilà, venez comme vous êtes, on est un peu le McDonald's des fachos, quoi. Comment rendre le mouvement attractif et plaire aux gens. Bah ouais, de fou. Et en vrai, c'est vraiment en fait, c'est une partie importante en fait du travail. Mais c'est vrai que ça fait partie des trucs auxquels on pense un petit peu moins en fait quand on réfléchit aux milices, parce qu'on pense davantage à leur action de terrain, voilà, la sharp edge, le fameux tranchant, quoi. Kinch venait tout juste de prendre les rênes du mouvement, et en l'écoutant, je me demandais combien de partisans il avait réellement en dehors de cette salle. Ils n'avaient pas mené de campagne de recrutement au cours de l'année écoulée, ce qu'ils avaient décidé de changer. Ils avaient 1 700 $ en banque. Mais cela ne semblait pas être entièrement de la bravade. Kinch et ses camarades ont mentionné des conversations avec des sections de tout le comté. Puis alors qu'ils se détournaient de leur présence nationale affaiblie pour se concentrer sur leur récent succès dans l'Utah, Williams s'est mis au garde à vous. Nous avons mené des opérations de surveillance, a déclaré Kinch sans plus de détails. Nous faisons des progrès au niveau local en matière d'application de la loi, a ajouté Coates. Il a déclaré qu'au moins 3 d'entre eux peuvent joindre le shérif au téléphone à tout moment de la journée. Ah mais c'est pratique. T'as la police directement au téléphone. Watch the Watchmen, c'est vraiment bref. Comme la dernière fois, Coates n'a pas donné de nom, mais il a dit quelque chose d'encore plus intriguant. Le shérif est mon lien avec le procureur général de l'État parce que ce sont des amis. Ah donc jusqu'au procureur général, ça va. Williams m'a dit qu'il avait résisté à l'envie de poser une question. Le bureau du procureur général n'a pas répondu aux demandes de commentaires. En conclusion de la journée, Kinch a résumé leurs plans pour l'avenir. Rester discret, se concentrer sur les tâches peu attrayantes, reconstruire leur empreinte nationale, et se préparer patiemment pour 2024. Il nous reste encore quoi, 2 ans entre guillemets jusqu'à une autre élection? Il a remercié Williams d'être venu et a demandé s'il pouvait commencer à planifier des exercices d'entraînement. Absolument, oui, j'ai hâte. Williams était déterminé à trouver sa place au sein du Conseil national. Donc voilà, donc rappel, il s'est démerdé pour infiltrer 2 milices fascistes en même temps. Parce que là il a commencé chez les AP3, là il est encore un petit peu chez eux et il teste chez les Housekeepers en même temps, quoi. C'est une folie, hein. Franchement, il a dû chier dans son... Le nombre de caleçons différents qu'il a dû s'acheter tellement il a dû chier dedans. Le 17 décembre 2022, une semaine après la réunion, Williams a appelé Rowan, un housekeeper de 19 ans, féru de technologie. Il avait dit à Rowan qu'il allait lui apprendre à infiltrer des groupes de gauche, mais le véritable objectif de Williams était bien plus sournois. Alors que les housekeepers plus âgés avaient récemment hésité à répondre à ses questions les plus sensibles, l'adolescent semblait désireux d'impressionner un instructeur de survie grisonnant. En assignant des missions à Rowan, il espérait sonder les secrets des milices sans éveiller les soupçons. Ok, d'accord. Oui, bon, t'as pas assez d'expérience pour faire ça, mais avec quelques années de formation, je pense que nous pouvons travailler vers cet objectif. Il a demandé à son étudiant une monographie universitaire. Aliénation, la conception de l'homme dans une société capitaliste selon Marx, pour commencer sa longue formation sur la façon de penser des gauchistes. Parfait, a répondu Rowan. Il s'est arrêté pour écrire le titre. Puis... Ah, j'adore. C'est vraiment en mode, on va t'apprendre à infiltrer les gauchistes. Allez, fais-moi un mémoire de recherche sur le concept de l'homme dans la société capitaliste selon Marx. Il est en train de lui faire une formation. Après, cela dit, on rigole, mais il va le gauchiser. Pas forcément. C'est un truc qui se fait énormément chez les fachos. Rappelle que le mémoire là, de Jean-Marie Le Pen, c'était aussi sur les groupes d'extrême gauche, un truc comme ça. Donc bon. Il y a aussi... Ils savent lire. Alors, pas trop. Je doute de la qualité de la monographie. Mais c'est aussi... Ça fait partie un petit peu de ça aussi. Mais ça, c'est sur l'anarchisme, pardon, Le Pen. C'est sur l'anarchisme. Ça fait aussi partie du travail de surveillance. Moi, je vous parle très souvent de la façon dont le Vatican a plus lu Judith Butler que moi. Parce qu'il y a eu un vrai travail de la part de l'Église catholique de lire tout ce qui se produisait dans le monde féministe, queer, etc. pour trouver des arguments pour les contrer et pour mieux se battre. Voilà, en mode, connaissez bien votre ennemi. Après tout, il y a bien des gauchistes qui font des médias entiers pour surveiller les fachos, quoi. Et on fait beaucoup de théories dessus, on a littéralement écrit des bouquins dessus, quoi. Puis vint le premier exercice de son élève, constituer un dossier sur le patron de Williams dans AP3. Williams lui expliqua qu'il était plus sûr de s'entraîner sur des personnes qu'il connaissait. Ah, du coup, il utilise le petit jeune pour espionner le chef de son autre milice. Waouh. En Rowan, Williams avait trouvé une cible particulièrement vulnérable. Il était alors en probation. Selon les dossiers judiciaires, donc en libération conditionnelle, quoi. Selon les dossiers judiciaires, plus tôt cette année-là, Rowan s'était approché d'un camion d'une inconnue alors qu'elle quittait son allée.
Elle avait baissé sa vitre. Il l'avait frappée à plusieurs reprises au visage. Lorsque la police est arrivée, Rowan s'est mis à crier qu'il allait les tuer et à menacer de faire exploser le commissariat. Mais c'est un chic type, ce jeune Rowan. Il a été reconnu coupable de coups et blessures. Ce degré d'incel, hein. Ah ben pas très stable, non, c'est vraiment l'incel qui a suffisamment grandi pour faire partie d'une milice fasciste comme papa, quoi. William se sentait coupable d'avoir utilisé le jeune homme, mais il était aussi excité. Il est complètement à ma portée, a-t-il noté dans son journal. En quelques semaines, il a demandé à Rowan de fouiller dans le passé de Kinch. Je vais progressivement lui faire faire de plus en plus de choses, a-t-il écrit dans son journal, dans l'espoir de pouvoir finalement le convaincre de pirater les comptes des chefs de milice. Attends, du coup, il a utilisé le petit jeune incel, en probation, du coup, qui peut rien dire, pour pirater les dossiers. Franchement, quand ils disent gays, groomer, etc., bah, ça, c'est du grooming bien réussi. Voilà, rien de sexuel, que pour la cause. C'est un génie du mal, hein. Il est trop fort. Cette relation a rapidement fait surgir quelque chose qui l'a perturbé. La semaine de leur appel, William s'est réveillé avec une série de messages de colère sur le canal crypté Signal des Housekeepers. La colère était dirigée contre un journaliste du Salt Lake Tribune qui, selon Coates, était une vraie merde. Parmi ses péchés, il y avait une couverture critique de quiconque tentait de révéler la fraude électorale et un article sur une personnalité politique locale qui figurait sur une liste de candidats des Housekeepers qui avait fuité. Donc en gros, il y a un journaliste local qui a révélé des trucs sur les Housekeepers et qui fait des articles un peu sur leur côte sur les bails de tentatives de coup d'État, etc., quoi. Williams a envoyé un message à Rowan. J'ai remarqué dans le chat qu'il y avait une sorte de liste rouge de journalistes, etc. Pourriez-vous me la faire parvenir, a-t-il demandé. Ça sera très utile pour ma sécurité lorsque j'observerai des rassemblements politiques ou que j'infiltrerai des gauchistes. Ah oui, j'ai des informations sur de nombreux journalistes dans l'Utah, a répondu Rowan, utilisant un argot pour désigner le partage des données personnelles de quelqu'un avec une intention malveillante. Yes, I have doxes on many journalists in Utah, Rowan responded using slang. Ok, d'accord, donc il a dit j'ai des docs sur... Voilà, okay. Il a envoyé un dossier sur le journaliste du Tribune qui s'ouvrait sur un bref manifeste. Ce document est destiné à tous ceux qui ont été terrorisés, dénoncés, harcelés, calomniés et dont les noms de famille ont été mutilés par ces personnes. Il fournissait l'adresse et le numéro de téléphone du journaliste ainsi que 2 photos de sa maison. Oh putain. Ah oui, d'accord, ils ont des docs. Ok, d'accord. J'ai pas suivi comment il a fait pour faire ça à Rowan. Bah, en gros, Rowan, il a été chargé de sa formation pour que Rowan soit formé pour infiltrer les gauchistes. Et du coup, c'est en tant un petit peu que son formateur qui lui donne des devoirs à faire pour s'entraîner. Donc c'est comme ça qu'il arrive à le manipuler. Rowan a ensuite partagé des documents similaires sur un critique de cinéma local. Il avait posté un retweet sarcastique du journaliste du Tribune et sur un étudiant reporter de la Southern Utah University. L'étudiant avait couvert un rassemblement auquel les Housekeepers avaient récemment... Putain, mais vraiment, ils ont des docs sur un critique de ciné qui a fait un retweet, sur un étudiant qui a fait un article sur un rassemblement des Housekeepers. Ah oui, d'accord. Il en faut très très peu globalement dans l'Utah pour être doxé par les fachos, quoi. Et la milice pensait qu'il se coordonnait avec le Tribune. Nous avons retrouvé la voiture qu'il conduisait parmi quelques autres membres qui faisaient une surveillance. Ah ok, d'accord, du coup l'étudiant ils sont en mode ils sont en lien avec le journaliste qu'on n'aime pas parce que on a retrouvé sa voiture et qu'il était en lien avec eux pour faire son article et je sais pas quoi, ok. C'est génial, a déclaré Williams. Il était intérieurement sous le choc. Une surveillance? Dans le dossier, il a trouvé des informations sur les parents de l'étudiant ainsi que leur adresse. Des hommes armés avaient-ils suivi ce gamin? Ont-ils surveillé son domicile familial? Ces notes le montrent aux prises avec une décision qu'il n'a pas osé prendre auparavant. Était-il temps de cesser d'être une mouche sur le mur et de commencer à agir? Devait-il prévenir quelqu'un? Les journalistes? La police? Rompre son personnage ouvrirait la porte au désastre. L'incident avec le chien de Kinch avait été un rappel effrayant des risques. Williams était dans la milice depuis trop longtemps. Il perdait son sens de l'objectivité. Les messages étaient alarmants, mais constituaient-ils une menace imminente? Il n'en savait rien. Williams avait prévu de quitter l'Utah si sa couverture était dévoilée. Il ne pouvait pas compromettre 2 années d'efforts à cause d'une fausse alerte. Mais que se passerait-il s'il ne faisait rien et que ce gamin se blesse? Dans l'enfer. Tu vois tous les docs, etc. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Le dilemme moral. La technique des fachos, The Heritage Foundation traque maintenant les éditeurs de wiki sur le génocide en Palestine. Mais même le FBI, je sais pas s'ils ont infiltré ou créé, mais le truc opération... Je sais pas si vous vous rappelez Operation Olive Branch. Opération Olive Branch, qui était un truc de partage de cagnottes, etc. pour la Palestine. Et maintenant, ils sont en train de dénoncer plein de gens sur TikTok qui ont participé à l'opération Olive Branch. Donc, il y a plein de TikTokers qui ont partagé des canaux de propal, qui ont participé à l'opération de soutien à la Palestine, etc., qui se retrouvent mis dans la sauce par le FBI et qui se retrouvent avec des injonctions, etc. Oui, le FBI fait déjà le travail des milices fascistes. Bref, donc le plan. Donc en 2023, les responsabilités de Williams s'accroissaient aussi rapidement que son anxiété.
Son emploi du temps était rempli d'événements pour la P3. Les Oath Keepers étaient une troisième milice dans laquelle il avait récemment réussi à s'intégrer. Une troisième milice. Ah bah oui, parce que ça suffisait pas, les American Patriots 3%, les Oath Keepers, fallait faire les Proud Boys en plus, voilà. C'était vraiment... Ce collectionneur, hein, c'est vraiment, il avait besoin de tout sur son bingo, quoi. Il a juré d'infiltrer les Proud Boys, et a demandé à Coates de se porter garant de lui auprès de la section locale. Il a également préparé des plans pour infiltrer un groupe de suprémacistes blancs notoires. Ses adversaires gagnaient également du terrain. Williams fit bientôt le trajet de 4 heures jusqu'à la maison de Kinch pour une autre réunion de direction et fut informé par un enregistrement d'une augmentation du recrutement des Housekeepers à l'échelle nationale. Ils avaient également trouvé les coordonnées de 40 000 anciens membres qu'ils espéraient utiliser pour amener un flot de miliciens dans le giron de l'organisation. Donc ils étaient vraiment, ça avait été vraiment la période du recrutement à balle pour la préparation de 2024, quoi. Juste un prouveur, oui, de fou. Comment il gagne sa vie? Il bosse pour payer son loyer. Oui, il bossait toujours comme instructeur de survie. En mode survivalisme, etc., quoi. Malgré les risques pour sa propre sécurité et ses progrès, Williams a décidé d'envoyer aux journalistes des avertissements anonymes provenant de comptes jetables, donc des burner accounts. Il a joint des captures d'écran sensibles afin qu'ils le prennent au sérieux, et puis rien. Les journalistes n'ont jamais répondu. Ils se demandaient si les messages étaient allés dans les spams. Son secret était toujours bien gardé. Mais le but de sa mission commençait donc voilà, donc c'est la suite du truc sur les journalistes où il a vu les docs. Il leur a comment envoyé des messages en mode faites Bélec, il y a des docs de vous dans telle et telle milice. Avec des comptes anonymes, etc. Mais bon, il sait pas s'ils les ont reçus, il sait pas si c'est parti dans les spams, il sait pas si ça a été pris pour une menace, ou bref. Mais le but de sa mission commençait enfin à se préciser. Il en avait assez de jouer le rôle d'un milicien modèle. Son plan comportait 2 volets. Après avoir rassemblé autant d'informations compromettantes que possible, il les publierait un jour sur Internet, m'a-t-il dit. Il documentait soigneusement tout ce qui semblait légalement douteux, espérant que les forces de l'ordre trouveraient quelque chose d'utile pour une affaire criminelle. Ouais, dans l'Amérique de Trump, bonne chance. Au minimum, rendre ces informations publiques pourrait rendre les miliciens plus méfiants les uns envers les autres. C'est ça, c'est son truc, c'était en mode, à minima, au moins une fois que j'aurai révélé ça, ils seront ultra parano et ça va encore plus les retarder, quoi. Genre en mode, ils vont se méfier les uns des autres et ça va les faire péter de l'intérieur parce qu'ils pourront plus faire confiance à personne, quoi. En attendant, il allait saper le mouvement de l'intérieur. Il commença à essayer d'atténuer le danger qu'il voyait se cacher dans chaque situation explosive dans laquelle se mettaient les miliciens. Oui, parce que rappel, c'était son rôle. Il était un petit peu le service d'ordre des miliciens. Et quand ils étaient dans des situations dangereuses, son rôle, c'était de les alerter en mode faites Bélec. Sauf que là, il était en mode bon, mais je vais baisser mon degré de vigilance. Comme ça, s'il y a un truc dangereux, je dirais un petit peu moins que c'est dangereux. Le 27 janvier 2023, des images prises par une caméra corporelle de l'assassinat par la police de Tyree Nichols, un homme noir non armé, ont été rendues publiques. Ces images sont horribles et affligeantes, a rapporté le New York Times. Partout aux États-Unis, les villes se préparent à des manifestations. Les milices ont souvent répondu au rassemblement de Black Lives Matter par des bagarres de rue et des patrouilles armées. Williams avait des visions de fusillade dans les rues à la Kyle Rittenhouse. Il a mis en œuvre sa nouvelle stratégie. Donc, en gros, Kyle Rittenhouse, c'est quelqu'un qui s'était ramené à un truc de Black Lives Matter et qui avait tiré dans la foule. Il avait mis en œuvre sa nouvelle stratégie en envoyant des messages aux miliciens de tout le pays avec des rumeurs inventées qui, espérait-il, les persuaderaient de rester chez eux. Dans l'Utah, il a écrit à Kinch et aux dirigeants des 2 autres milices. De ces 2 autres milices, pardon. Il serait sous couverture lors des manifestations à Salt Lake City, a-t-il écrit. Si des miliciens y allaient, même un bref regard de reconnaissance pourrait faire voler ma couverture et mettre ma vie en danger. Tous 3 ont ordonné à leurs troupes d'éviter l'événement. C'est un peu décevant, a répondu un membre de la P3. J'ai une certaine agressivité qui s'est accumulée et que je dois laisser sortir. Donc en fait, oui, du coup, au final... Oui, c'est ça. Oui, pour finir sur Kyle Rittenhouse, il a buté 2 personnes et il a été acquitté. Non, mais voilà. Donc du coup, au final... Encore une fois, on parlait tout à l'heure du dilemme moral de est-ce que tu les aides plus que tu les détruis, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ces informations? Au final, c'est ce qu'il a fait. Il a fait quand même une opération de sabotage en protégeant, on va dire, des manifestants Black Lives Matter de la présence de miliciens qui avaient très très envie d'aller faire des ratonnades, en fait, tout simplement. Après les manifestations, Williams a allumé son agenda vocal et a poussé un long soupir. Pendant des semaines, il avait eu des nausées et avait eu du mal à manger. Il avait développé une insomnie qui le tenait éveillé jusqu'à l'aube. Il était allé au rassemblement pour observer les activités des milices. À son retour à la maison, il avait vomi du sang. Même faire ses courses lui prenait des heures. Il faisait le tour des allées pour vérifier s'il n'était pas suivi. Une fois, alors qu'il conduisait, il a cru avoir surpris quelqu'un en train de le suivre. Il a contacté un thérapeute pour l'aider à soulager un peu cette pression, a-t-il dit, mais il avait peur de lui parler franchement. Je peux vérifier s'il n'y a pas de micro dans son bureau et sortir ses appareils électroniques du bureau. Et puis, une fois que nous serons libres, je pourrai lui dire ce qu'il se passe. Oui, ça, c'est qu'en fait, là, ça fait 2 ans qu'il est en infiltration. Tu deviens parano de fou, quoi. Genre, c'est vraiment tous les impacts que ça a sur ton corps, le truc comme ça. Genre, t'es pas tranquille, quoi. Oh, il fait des... Ouais, c'est ça, c'est des ulcères de stress, ouais, c'est ça.
Oui, ça, en plus, vu toutes les dingueries de t'entends, des mecs surarmés autour de toi, etc., t'es en mode je me fais griller, je meurs, quoi. Genre, t'as peur pour ta vie, quoi. Bref. Il s'est rapidement lancé dans une litanie de choses à faire sur sa liste de choses à faire. Un exercice d'entraînement auquel il devait participer, un appareil d'enregistrement qu'il devait trouver un moyen d'installer. J'en ai vraiment marre d'être entouré de ces fils de pute toxiques, ça en devient trop pour moi. L'état profond. Le 20 mars, Williams a appelé Scott Seddon, le fondateur d'AP3. S'il était au bord de la dépression, ça n'a pas eu d'impact sur ses performances. J'ai pu voir quand Williams essayait de faire avancer ses projets en l'écoutant plus tard, mais il le faisait de manière subtile, obséquieux, méthodique. À la fin de la journée, il avait peut-être accompli son exploit le plus remarquable jusqu'à présent. Il avait aidé à persuader Seddon et ses lieutenants de renvoyer le chef de la section AP3 de l'Utah et de le remplacer par Williams. Donc le mec, il a appelé le grand chef. Il a réussi à le persuader de remplacer l'autre chef par lui et de le faire passer chef de section. C'est quoi cette dinguerie? Mais le mec, il est inhumain en fait. Oui, ah oui, à la fin de la journée, pardon, c'était at the end of the day, c'était en fin de compte, oui, c'est ça. En fin de compte, il avait peut-être accompli son exploit le plus remarquable jusqu'à présent. Oui. Il avait désormais accès à des dossiers sensibles que seuls les hauts dirigeants de la milice pouvaient consulter. Il avait le dernier mot sur les actions du groupe dans tout un État. Il savait que le coup d'État le rendrait plus efficace. Pourtant, cette nuit-là, dans son journal vocal, Williams ressemblait à un homme désespéré. Ce succès ne fit qu'accroître sa paranoïa. Devenir une figure majeure de la milice de l'Utah laissait entrevoir une possibilité qu'il ne pouvait pas envisager. Il pouvait être arrêté et envoyé en prison pour une action de ses camarades. Bah oui. Le sentiment d'urgence l'a poussé à se concentrer encore plus sur les liens entre les milices et les autorités gouvernementales. Je continue de recueillir des preuves sur l'utilisation des forces de l'ordre par les paramilitaires, a-t-il écrit dans son journal. C'est bien plus profond que je ne le pensais. Il a résolu le mystère du shérif des Housekeepers. Il s'agissait du shérif du comté d'Iron dans l'Utah, un centre touristique situé à proximité de 2 parcs nationaux. Il a chargé Rowan d'enquêter plus en profondeur sur les liens du fonctionnaire avec le mouvement et revenir avec des courriels ou des SMS. Dans une récente interview, le shérif m'a dit qu'il avait refusé une offre d'adhésion aux Housekeepers, mais qu'il connaissait pas mal de membres et pensait que ce sont généralement de bonnes personnes. Coates l'a périodiquement contacté au sujet de questions telles que les règles sur les armes à feu qu'il considère comme inconstitutionnelles, a déclaré le shérif. Si je suis d'accord, je contacte le bureau du procureur général. Donc ouais, globalement, c'est un gars, voilà. Et lui-même n'hésite pas à dire que oui, il les aime bien, c'est des bons gars, quoi. Bah, au niveau de Trump, qui disait au sujet des Proud Boys que c'était des bons gars, quoi. En affirmant travailler sur une stratégie de communication pour atteindre les forces de l'ordre, Williams a ensuite poussé les membres de l'AP3 à se vanter de leur lien avec la police. Ils lui ont parlé de leur lien avec des officiers de haut rang du Missouri et de la Louisiane, du Texas et du Tennessee. Ces révélations l'ont terrifié. Quand cela se saura, je pense que je vais probablement fuir à l'étranger, a-t-il écrit dans son journal. Ils ont trop de relations. Genre, t'imagines le mec. Bon, ok, il était un peu parano à ce stade, etc. Et bon, ça a atteint ta psyché de faire tout ça. Mais t'imagines le mec, il est en mode ah non, non, mais en fait, je vais pas aller dans le désert pour fuir l'État. Je vais fuir le pays parce qu'ils ont des liens partout. C'est eux le deep state en fait. Je ne pense pas pouvoir rester en sécurité aux États-Unis. 4 jours plus tard, il a assisté à un séminaire Zoom organisé par un autre dirigeant de la P3. C'était une réunion décousue et peu suivie. Mais 45 minutes plus tard, une femme a évoqué un problème dans sa ville natale de Virginie qui compte 23 000 habitants. La maire adjointe de la ville, qui nie fièrement l'existence de l'élection, a été vivement critiquée pour ses propos homophobes. Qui nie fièrement l'existence de l'élection. A proud election denier. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Donc qui nie la validité de l'élection de Biden, a été vivement critiquée pour ses propos homophobes. Elle pensait qu'un journaliste local qui couvrait la controverse menait un complot secret d'extrême gauche. De plus, le journaliste était son voisin. Pour l'intimider, a-t-elle dit, il avait laissé des animaux morts sur sa pelouse. Donc là, t'as une meuf dans sa ville, the town's vice mayor, a proud election. Ok, d'accord. Donc t'as l'adjointe au maire qui est totalement starbée, qui a dit des trucs homophobes. Il y a un journaliste qui a dit « Ouais, quand même, elle a dit des dingueries. » Elle a dit « C'est une cabale contre moi. Il y a des animaux morts. C'est horrible. Ce journaliste veut moi... » Et en fait, genre, c'est vraiment genre la psyché des Trumpiens, MAGA, etc. C'est que ça. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que Williams devient totalement parano, il est de plus en plus en lien avec des gens qui eux-mêmes sont parano. Parce que qui eux-mêmes sont persuadés qu'ils sont surveillés par le complot d'extrême gauche, alors que juste le mec, il a dit « Ouais, elle a dit un truc homophobe, quoi. » Il y a un piaf mort à cause de la pollution de ce pays de con. Mais oui, c'est ça. C'est genre, oui, je sais pas, t'as un écureuil qui a été piqué par un frelon asiatique, je sais pas. Ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Après, s'il y a des animaux morts qui popent sur sa pelouse et qu'elle est parano complotiste, après, genre Brachus Rex, moi je suis prêt à parier que genre il y a un oiseau mort comme ça arrive et du coup elle a vrillé quoi. Je pense, bref. Je pense que je dois régler mes comptes avec ce type, a-t-elle conclu. Ils sont en train de descendre au niveau local et il faut arrêter ça. Après l'appel, Williams est allé éteindre son appareil d'enregistrement. Et bah c'était complètement fou, a-t-il dit à voix haute. Il a rapidement contacté la femme pour lui donner son avis. Peut-être pourrait-il la calmer, pensait Williams, ou au moins comprendre ce qu'elle entendait par régler ses comptes. Mais elle n'était pas intéressée par une discussion avec lui. Il s'est donc retrouvé face à un choix. Ne rien faire ou risquer de voir sa couverture dévoilée.
Il est finalement arrivé à la même conclusion que la dernière fois qu'il avait craint que des journalistes ne soient en danger. Le 31 mars, il a envoyé un avertissement anonyme. Parce qu'elle est membre d'une milice d'extrême droite et qu'elle est lourdement armée, je voulais vous le faire savoir, a écrit Williams au journaliste. Je pense qu'elle souffre d'une grave maladie mentale et qu'elle est dangereuse. Pour ma propre sécurité, je ne peux pas en révéler plus. Il a vu l'article le lendemain matin. Ah putain, quel con. Oh quel con. Oh quel con, ce journaliste de merde! Le journaliste avait publié 500 mots sur le courriel inquiétant qu'il avait reçu, accompagné d'une capture d'écran de la note complète de Williams. Seules quelques personnes avaient participé à cet appel interminable. Il est certain que seul Williams avait harcelé la femme à ce sujet par la suite. Il ne faisait aucun doute qu'il était la taupe. Mais les journalistes... Le mec, il l'a balancé. Il s'est dit, ah, ce mec infiltré depuis des années dans une milice d'extrême droite m'informe que cette meuf veut ma mort. Bah, je vais le mettre en danger lui, du coup. Hein, comme ça va détourner l'attention de la meuf sur lui, peut-être. Oui, la protection des sources. Allô, genre, la protection des sources, c'est pas juste les anonymiser, en fait. C'est faire... Il est sorti son sac de survie de son placard et s'enfuit. Quelques jours plus tard, alors qu'il était en cavale, Williams nota les dernières entrées dans son journal. Au milieu de ce bouleversement, il semblait surpris d'éprouver un sentiment de soulagement. Je vois la lumière au bout du tunnel pour la première fois. Et après, bah, cela dit, au final, peut-être que le journaliste l'a libéré de ses ulcères de stress et de ses angoisses perpétuelles. Je pense que aussi, bon, au final, le journaliste, là, c'est un mal pour un bien. Il s'est dit, bon, ben ça, au moins, le journaliste l'a un peu sauvé, quoi. Je vois la lumière au bout du tunnel pour la première fois depuis 2 ans et demi, n'empêche. 2 ans et demi. 2 ans et demi d'infiltration dans les milices les plus dangereuses. Coda, projet 2025. C'était 7 jours avant l'élection présidentielle de 2024. Williams avait insisté pour que je n'apporte pas mon téléphone au cas où mes déplacements seraient suivis. Nous nous rencontrions enfin pour la première fois dans une ville dont il m'avait demandé de ne pas divulguer l'identité. Il est entré dans la chambre d'hôtel exiguë, portant un chapeau camouflage, des chaussures de randonnée et un t-shirt de bande dessinée Spy vs Spy. Avez-vous choisi le t-shirt en fonction de l'occasion? Ai-je demandé. Il a ri. Parfois, je peux pas m'en empêcher. Nous avons discuté pendant des jours, Williams étant étendu sur une chaise de bureau Best Western à côté du lit Queen. Il évoquait un programmateur informatique vieillissant avec 50 kilos de muscles attachés, et il semblait plus calme qu'au téléphone, adorablement décalé. La vision qu'il a exposée de son propre avenir et de celui du pays était sévère. Après avoir tout laissé tomber et être entré dans la clandestinité, Williams a passé quelques semaines dans le désert. Il a jeté son téléphone dans une rivière, jeté des documents dans les toilettes et changé d'appartement à son retour à la civilisation. Au début, il passait toutes ses nuits devant la porte, prêt à être attaqué. Si quelqu'un le trouvait et lui tendait une embuscade, cela se produirait après la tombée de la nuit, pensait-il. Personne ne venait jamais, et il commença à se demander s'il avait vraiment besoin de fuir. L'insomnie de ses années d'infiltration s'est enfin atténuée. Il commença à esquisser le reste de sa vie. Putain, c'est vraiment qu'il y a un truc, genre, il était en mode... il a dû passer dans un sas de décompression, il était en PTSD de fou. Mais surtout, il a dû passer dans un sas de décompression progressive, de retour à la vie normale, sachant qu'il n'avait jamais vraiment été dans la vie normale, sachant que même avant, il était un peu survivaliste, hein, donc globalement, c'est... voilà quoi. Au départ, il espérait entrer en contact avec les législateurs de Washington pour les aider à élaborer une législation visant à combattre le mouvement des milices. L'été dernier, ses ambitions ont diminué. Au fil du temps, il a commencé à se débattre avec son don pour tromper les gens qui lui faisaient confiance. « Je n'aime pas forcément ce que cela dit de moi, le fait que j'ai un talent pour ça », a-t-il déclaré. Il me semblait que cette épreuve commençait à le changer. Il était devenu moins précis dans ses déclarations sur les faits ces dernières semaines et plus grandiose dans son récit de sa propre saga. Mais ensuite, pendant de longs moments, il parlait avec la même introspection et la même attention aux détails dont il avait fait preuve lors de nos premiers appels. Son obsession de protéger les manifestants de Tyre Nichols était myope, m'a-t-il dit, un cas où il oubliait la situation dans son ensemble pour écraser les quelques dangers qu'il pouvait contrôler. Oui, c'est en mode, c'était de la courte vue, quoi, globalement. Williams pense que des extrémistes tenteront de l'assassiner après la publication de son article. Et s'ils échoueront, il pense qu'il vivra assez longtemps pour voir les États-Unis cesser d'exister. Il s'identifie à l'abolitionniste violent John Brown, qui a tenté de déclencher une révolte d'esclaves 2 ans avant la guerre civile américaine et a été exécuté. Williams pense qu'il ne sera peut-être pas perçu comme un radical de sitôt, m'a-t-il dit. Je me demande si je ne suis pas un peu en avance. Je pensais que Williams envisageait de retourner à une vie tranquille. Nos 2 années intenses ensemble ont parfois été éprouvantes, même pour moi. Mais dans la chambre d'hôtel, il m'a expliqué ses projets d'opération futures contre les milices. Tant qu'ils ne me tueront pas, c'est ce que je fais. Ah ouais, donc il est en mode, donc non seulement il espère inspirer d'autres personnes à suivre ses traces et même à créer son propre collectif de justiciers en dirigeant ses propres agents au sein de l'extrême droite. En vrai, si ça peut être un début d'un truc... Ils connaissent son visage, maintenant c'est grillé, non? Ouais, bah ouais. Hein. Mais après, il a un savoir-faire qu'il peut transmettre aux gens, quoi.
En août, j'ai publié mon enquête sur AP3. J'ai utilisé ses archives, mais je ne me suis pas appuyé sur Williams comme source anonyme. C'était une façon de commencer à exposer ce que j'avais appris depuis son premier email. Ce qui motive la croissance des milices, comment elles maintiennent unies un si large éventail de personnes, les exploits dangereux qu'elles ont réussi à cacher au public. Ah oui, ok, donc en fait, parce que ce journaliste, c'est un journaliste qui est assez expert justement dans les milices d'extrême droite aux États-Unis, etc. Et ça fait partie des personnes qui vraiment ont fait un travail de fond immense sur le suivi des milices, sur les trucs comme ça. Et en fait, du coup, on découvre que c'est en partie grâce à Williams et grâce au mec qui s'était infiltré qu'il avait eu toutes ces datas, quoi. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir un petit peu le dessous justement comment dire, l'envers du décor justement de Kaplan et de tout son travail justement sur les milices, quoi. C'est une façon de commencer à exposer ce que j'avais appris depuis son premier email, ce qui motive la croissance des milices, comment elles maintiennent unies un si large éventail de personnes, les exploits dangereux qu'elles ont réussi à cacher au public. 2 mois plus tard, Williams publiait un essai anonyme. Il révélait qu'il avait infiltré le groupe en tant qu'activiste indépendant et qu'il m'avait envoyé des dossiers. Il voulait tester la réaction de la milice à l'annonce de l'existence d'une taupe. Le résultat fut ce qu'il espérait depuis longtemps. Une vague de paranoïa au sein de la P3. C'est vraiment risqué de s'impliquer dans ce truc, a déclaré Seddon, le fondateur du groupe, dans un message privé. Ne faites confiance à personne. Putain, du coup, il a quand même un peu réussi ce qu'il a essayé de faire, quoi. Il était en mode, si j'arrive à les rendre tous parano et à les faire flipper et à faire que plus personne ne se fait confiance pour disrupter le truc, il a eu son objectif. Hein. Ne faites confiance à personne, il y a des transfuges partout. Seddon a refusé de commenter cet article, il a ensuite envoyé un court email de suivi, MAGA. Ok. Il a juste envoyé un mail, il a dit MAGA, quoi. Ok. C'est pour semer la méfiance que Williams a décidé de se faire connaître, même si ce n'est pas son vrai nom. Il prévoit toujours de publier des milliers de dossiers après la publication de cet article, des preuves reliant des shérifs et des policiers au mouvement, son plus grand exploit, ainsi que d'autres documents qui, espère-t-il, pourraient servir de munitions pour des poursuites judiciaires. Mais Williams veut faire savoir à ses anciens camarades qu'un PD leur a fait ça. Allez, let's go! I want them to know a fat did that! C'est vraiment le moment Game of Thrones. Dis à Cersei, je veux qu'elle sache que c'est moi. Et je dormais chez vous, je vous ai infiltré. Il a réussi à les rendre parano sur leur organisation et sur leur sexualité. Et ça, c'est la puissance des homosexuels. Il pense que son histoire pourrait être son arme la plus efficace. Chaque fois que des membres de la milice passent un appel téléphonique, assistent à une réunion ou se rendent ensemble à un champ de tir, ils veulent qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes, ce type va me trahir. Trop stylé. C'est trop stylé. Genre, c'est trop... Déjà, le fond de ce qu'il a révélé, enfin les trucs sur la police, etc., c'est des trucs, on le sait, à gauche, que globalement, voilà. Mais le fait qu'il avait vraiment les preuves, qu'il en mode j'ai toutes les datas, j'ai tous les dossiers, je peux faire tomber tout le monde, etc., c'est une dinguerie. Et en plus de ça, le mec en mode reveal de son identité secrète. Voilà, en réalité, c'est un PD qui vous a fait ça. Je veux qu'il sache qu'un PD leur a fait ça. Et que le mec avec qui ils vont au champ de tir, il peut pas lui faire confiance. Et qu'ils vont se faire trahir. Voilà, je vais instiller la peur chez eux. Franchement, je veux le film. Et je suis surtout très curieux de savoir, qui est l'affaire Luigi Mangione. Il y a eu du coup ça qui est beaucoup discuté dans les milieux de gauche. La question c'est à quel point est-ce que ça va pousser des gens à aussi faire ça de leur côté, à développer aussi leur côté de contre-attaque, un petit peu à développer et à aller faire grossir aussi les réseaux antifascistes aux États-Unis. L'arme numéro 1, en fait, c'est la publication de ces données, la publication de cet article, parce que c'est ça vraiment qui peut potentiellement faire du recrutement. Et en plus de ça, fait encore plus de mal à ces milices et rend encore plus parano les gens là-dedans. Donc je trouve que c'est hyper intéressant, hyper fascinant. Et en plus, encore une fois, le contenu lui-même, sur le parcours des personnes, le lien avec la police, le lien avec même des procureurs de l'État, avec des municipalités, etc. C'est hyper intéressant de voir comment cette fameuse Amérique de Trump, de oh là là, on sait pas d'où ils sortent les fascistes, etc. Bah non, en fait, c'est vraiment... Il y a des stratégies marketing très organisées, de savoir quel terme on utilise dans nos manifestes quel terme à la mode dans les milieux alt-right on va utiliser pour recruter des gens. Donc il y a un travail de marketing, il y a un travail de réseautage, il y a un travail d'entraînement paramilitaire, il y a un travail de lobbying auprès des élus. Donc il y a tout ce truc-là qui renseigne énormément aussi, qui permet de comprendre un petit peu mieux, de sortir du truc de oh là là, les États-Unis ils sont fous, mais de comprendre aussi que tout ça c'est un travail de fond, tout ça c'est un travail militant et qui a été réussi en grande partie par ces milices. Facilité par les structures historiques des États-Unis, hein, bien évidemment. Quand on connaît l'histoire de la police et le bail du fait que dans la police ils avaient des unités spéciales dédiées au crime en fonction de la couleur de peau, c'est quand même une dinguerie quoi.
Il y a le groupe de hackers Fury qui avait leak le contenu de l'agenda 2025 de la... Oui, c'est vrai que rappel, c'est vrai que rappel que, vous savez, le programme de Donald Trump, le Project 2025, de base, il était censé être secret. Et c'est un groupe de hackers Fury qui a hacké la Heritage Foundation, qui a révélé ça, mais qui a révélé aussi les adresses bancaires de beaucoup de personnes, qui a révélé aussi qu'il y avait des gens qui filaient de la thune à la Heritage Foundation, qui étaient notamment chinois, etc. Enfin, ça a révélé énormément de réseaux économiques et financiers de la Heritage Foundation. Donc ça, c'est vrai que le fait qu'on ait pu discuter du projet 2025, qu'on ait pu en discuter, qu'on ait pu dire, regardez, ça c'est le programme de Trump, c'est le truc caché, etc., c'est grâce à un groupe de hackers furry. Donc voilà. Enfin bref. Donc tout ça pour dire, hyper intéressant. J'ai hâte de voir aussi parce que là, le journaliste a l'air de dire que là, comment dire, l'article, c'est pour raconter un peu l'histoire. Mais il a encore plein de documents à leaker et à révéler et plein de, comment dire, il y a plein de suites à avoir. On se demande aussi ce que va faire John Williams de son côté. Et en tout cas, grosse affaire à suivre. Mais en tout cas, cette question-là des milices, en tout cas, c'était intéressant parce que ça nous permettait d'avoir un petit peu un regard justement dans le fonctionnement de ces milices-là, leur lien, le fait que c'est aussi interconnecté, et à voir un petit peu quelles vont être les retombées, quelles vont être les influences, et voilà quoi.